plus loin que je m'en souvienne, toujours cette envie d'être ailleurs, implacable, tenace comme une lésion, et les atlas toujours grands à ouvert, s'en aller loin, toujours plus loin, effacer ses propres traces, de telle sorte que nul ne vous rattrape ou nul ne vous retrouve. Oublier, se faire oublier, immobiliser le cours inexorable du temps, être à soi seul une unique lumière dans la nuit, dans le chaos de l'humanité, jusqu'à ce que d'autres se rallument. Stendhal parlait de la magie des lointains. Paul Morand disait que partir, c'est gagner son procès contre l'habitude. Alors, aligner les noms, respirer leurs syllabes, c'est écrire le grand poème du monde et celui de leur profond désir. Chaque lettre a une odeur, chaque verbe un parfum, chaque mot diffuse dans la mémoire un lieu et ses effluves. Et le texte peu à peu se tisse au hasard conjugué de l'alphabet. Il devient alors un fleuve merveilleux, mille fois ramifié, odorant, de notre vie rêvée, de notre vie vécue, de notre vie à venir, qui tour à tour nous emporte et nous dévoile. Alors, lorsque la nuit tombera, envahissant les terres noires, jetant les étoiles au ciel, il embarquera dans la nuit épuisante, des cœurs s'éveilleront, des vauriens aux trois quarts sous, des mariniers, des passagers, et tous ceux qui chantent tour à tour leur chérus déçus. Et alors une marée l'entraînera et la mer l'abandonnera sur une côte dure armée de dents, et l'océan le fouettera de ses écumes et de ses cloches, et le vent noir le remplira de sels sonores. Alors ce soir, nous allons ériger sa statue avec l'air que nous respirons, et que passe en elle la fumée, les voix, les circonstances, et la vie, et comme les rêves et les sons passèrent dans ces poésies magnifiques. Antoine, bonsoir. Bonsoir, mais là vous parlez de Tom Hanks, là, parce que c'est lui qui s'est échoué. Moi je ne me suis pas encore échoué jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, on va parler de vos naufrages plus tard. Alors Antoine, on va repartir du début. Votre enfance à Madagascar, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Cameroun, à Marseille. Et il y avait un catalogue que vous aviez enfant. Il y avait une section qui s'appelait Camping. Et vous rêviez de cette section-là. Ah bah oui, je pense que tous les enfants à l'époque, il faut dire qu'on rêvait pas d'autant de choses que maintenant. On n'avait pas de smartphone, on n'avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien de tout ça. Et l'objet qui faisait rêver, c'était une tente de camping, mais pas une tente de camping moderne avec un grand machin habitable. C'est la petite tente canadienne avec abside et tout. Et on économisait pour ça, voilà. C'est le premier objet dont j'ai rêvé, oui. Alors, il y avait ça, et vos premiers émois quand vous étiez enfant. Vous pensiez qu'on faisait des enfants en mettant le nez dans les seins des femmes. Ben, c'est-à-dire que comme beaucoup d'enfants de l'époque, moi, ni dans la presse, ni dans les journaux, ni dans les écrits, ni dans rien du tout, il n'y avait pas un mot. Mes parents m'avaient expliqué que lorsque un couple était marié, monsieur et une dame étaient mariés, le bon Dieu était au courant, donc il faisait venir un bébé dans le ventre de la maman, quoi. Voilà, et c'était jusqu'à 12 ans, j'ignorais toute autre chose, hein, c'était pas comme ça. Ah, c'est vrai qu'à 12 ans, tout a changé. Ah oui, et puis à 12 ans, c'est juste un jour on m'a... Un prêtre est arrivé. Je crois que c'est mon prêtre, c'est mon frère qui m'a expliqué ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça dégueulasse. Alors, il faut dire quand même que vous êtes bien plus intelligents que nous tous, parce que nous, on n'est pas très malins, mais nous avons avec nous un centralien. Et mes parents étaient très flattés quand même, j'aurais dit attends, je reçois un centralien. Et il faut dire que vous aviez très peur, vous racontez, un truc qui vous faisait très peur à l'école centrale, c'était les bizutages. Et vous écriviez, je vous cite parce qu'on va me dire encore que j'ai des conneries, car j'avais peur d'avoir un petit zizi. Ah bah oui, je pense que, bon maintenant les gamins, ils ont peur d'avoir un petit zizi parce qu'ils voient du porno partout et ils voient des membres énormes. Donc, ils doivent être très complexés, à mon avis. Ben, nous, on les voyait pas, mais on était très complexés quand même, quoi. C'est vrai que j'avais l'impression d'avoir un trop petit zizi. Bon, je me suis rattrapé depuis. Non, mais vous aviez peur des coups de règle sur le zizi. Ah oui, j'avais peur qu'il y ait ça. Et lorsque le bizutage, il fallait se foutre à poil devant tout le monde, quoi. Ah oui. À un moment, bon, on sait qu'est-ce que ça va donner et tout. Vous aviez des coups de règle sur le zizi? Non, on racontait ça que c'était à l'armée. Ça c'était à l'armée. Que si jamais, quand vous passiez le conseil de révision, il fallait être à l'époque, les filles avaient un énorme avantage sur les garçons, vraiment, que les garçons n'ont jamais rattrapé depuis d'ailleurs. Les filles ne partaient pas faire les services militaires, tandis que nous, tout d'un coup, on donnait 2 ans, à une cause patriotique peut-être, mais assez. Et on disait que
j'avais entendu dire que si on avait tout d'un coup une érection au moment où on était à poil en train de passer le conseil de révision, l'adjudant vous donnait un coup de baguette de règle sur la Et caquette. après, on découvre les règles sur le zizi tout court, et là, c'est merveilleux. Mais alors, il y a des choses très étonnantes dans mes mémoires, parce qu'il y a un petit côté mémoire de la bite. Alors, je vous cite. Avant, par exemple, c'est une de vos premières fois. Avant même que j'ai pu tenter, le train est parti en avance, alors qu'il y avait un panneau au-dessus, défense de tacher les draps. Ah oui, bah c'était mes débuts, ça. C'était vos débuts. C'est vrai que j'ai écrit une autobiographie en 2 volumes, Oui. près de 1000 pages en tout, où j'ai voulu raconter vraiment ma vie, pas telle que... J'ai vécu une époque, hein, on a été quelques-uns à vivre une époque où il n'y avait pas le puritanisme qu'on a vu revenir depuis quelques décennies, depuis 1 ou 2 décennies, quoi. La plupart des gens, des voyageurs, des personnages, etc., ont raconté leur vie en occultant totalement le côté sexuel, le côté plaisir, le côté... Et moi, je me suis dit, ça a fait partie de ma vie, ça a été bon. Maintenant, j'ai évolué aussi dans beaucoup de domaines, mais ça a fait partie de ma vie. J'ai eu plein d'aventures, plein de rencontres, j'espère respectueuses des personnes qui l'ont partagé avec moi. C'était normal que je raconte, quoi. C'est vrai que des gens ont été surpris, mais pourquoi tu parles de ça? Ben oui, parce que ça fait partie de ma vie, voilà. Mais alors, vous racontez, un de vos premiers concerts, vous étiez allé voir Hugo Frey en concert, Oui. et vous allez voir dans sa loge, et là, il y a toutes les filles qui arrivent, et Hugo Frey qui gueule « Sortez maintenant, je me mets tout nu !» Oui, bon, ça c'était rien, c'était gentil, c'était du truc de collégien, ça. Oui. C'est un truc de collégien. Mais c'est vrai que on parle des années 60-70 avec une liberté. J'ai pas de regrets, parce qu'en plus j'ai la chance d'avoir une compagne parfaite dans tous les domaines, y compris celui-là. Mais il y avait une espèce de liberté qu'on n'a plus maintenant, quoi. C'était un peu fou. Alors, on va parler du début de votre carrière. Hugo Frey d'ailleurs, vous donne un conseil. Il dit achète-toi une moto et fais tous les bottes et les boîtes de la côte. J'ai pas suivi, non. La moto, ça m'a jamais tenté. J'aime toujours pas là. Oui, d'accord. J'aime toujours pas. D'ailleurs, Et je l'emmerde. pour venir faire cette émission, cette interview, je suis venu dans un Saint-Germain-des-Prés déserté par le Covid, et c'est très très calme, il n'y a personne. Seul bruit est presque constant, ce sont les mobilettes des livreurs. Alors ça pétarade et tout. Non mais j'ai jamais aimé la moto, la moto, ça fait trop de bruit, non. Puis en plus, à l'époque, j'avais découvert l'autostop. Là aussi, à l'époque, c'était... Bon, je ne veux pas faire trop nostalgie, hein, mais à l'époque, l'autostop, c'était le paradis, quoi. Vous vouliez partir en Suède, vous étiez à Cannes, vous vouliez partir en Suède, vous levez le pouce sur le bord de la route, et 2 jours après, vous étiez en Suède, quoi. Hein. Et ça, je l'ai fait abondamment, quoi. Abondamment. Alors, on va parler de vos premiers concerts. Alors, je crois qu'un de vos premiers concerts, c'est assez étonnant parce que c'est dans un cercle militaire. Oui. Et vous chantez un hymne pacifiste. Ben, ma première chanson s'appelait La Guerre. La guerre. C'était l'époque vraiment de la chanson engagée, quoi. Et la première chanson s'appelait La Guerre. C'était un petit peu pas un hymne à la guerre, surtout pas, mais une dénonciation de la guerre assez violente, quoi. Et effectivement, j'étais étudiant à Centrale. C'est avec un copain qui avait écrit la musique et puis qui m'accompagnait à la guitare. Et puis notre premier engagement, gratuitement, ça a été d'aller chanter, jouer et chanter au cercle militaire de Saint-Sulpice. Non, pas Saint-Sulpice, comment ça s'appelle, pas loin des Champs-Élysées, là, comment ça s'appelle Et cercle des armées. Saint-Augustin. 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 Et votre carrière, il y a démarre grâce à une standardiste dans une maison de disques. Qui dites-vous? Alors elle dit à son mec ou à son boss, il a des cheveux longs, un battle dress, un jean rapiécé avec du tissu à fleurs, une guitare et un machin de fer avec un harmonica autour du cou. Et là le mec lui dit, surtout qu'il parte pas. faut dire que je suis tombé, j'ai eu des hasards, des rencontres, celle d'Hugo Frey qui m'a conseillé, je parlais de là, mais un jour Hugo Frey donc m'avait proposé de produire mes premières chansons, et puis ça s'est pas fait parce qu'il y avait un directeur artistique qui n'avait pas suivi, et puis on me conseille comme ça d'aller voir chez Vogue, quoi. Et donc la personne en question, le jeune directeur artistique en question qui est venu, qui s'était pas réveillé, qui avait eu une panne d'oreiller, il m'avait donné rendez-vous, puis il est arrivé très en retard, et il m'a engagé tout de suite, il a été tout de suite enthousiaste, et
et avec un jeune éditeur aussi. Sans doute parce qu'il ne s'était pas réveillé. Voilà, et avec un jeune éditeur qui était vraiment des débutants qui croyaient qu'ils allaient conquérir le monde et ils avaient vraiment la grosse tête, quoi. En fait, l'un s'appelait Christian Fechner, Ouais. qui est devenu un des plus grands producteurs de films de France, Mhm. et l'autre s'appelait Alain Boublil, qui a quand même produit Les Misérables. Ah, il faut dire, il y a une personne qui a changé votre vie, c'est Yvette Horner. Ben oui, par personne interposée, c'est vrai. Mais je dis, s'il n'y avait pas eu cette chanson d'Yvette Horner, peut-être que je ne serais jamais devenu chanteur. Bah ouais, parce que vous entendez Yvette Horner à la radio, et là vous écrivez les tournes d'accordéon me fatigue Yvette, voilà. Je dormais dans un petit studio qu'on me prêtait dans le Marais, qui était un quartier pas du tout à la mode à l'époque. Mhm. Et il faisait froid, j'avais pas de chauffage, j'étais sous mes couvertures et j'entends Yvette Horner à la radio. Ton accordéon me fatigue, Yvette. Et puis Il nous fatigue toujours. et je me recouche, je me retourne vers le mur, je vais pour m'endormir, je dis ton accordéon me fatigue, Yvette. Et en quelques dizaines de minutes, j'avais écrit la chanson. Mais alors, ce qui était génial, c'est que dans l'enregistrement de la chanson, c'est totalement délirant. Parce qu'il y a un mec qui est le preneur de son qui s'endort pendant l'enregistrement, et il y a 2 solos de guitare qui ne sont pas enregistrés. Ah ben, on sait jamais ce qui s'est passé, quoi. Il y a 2 solos de guitare qui n'ont pas été. On ne sait pas. Il y a deux plages de rien. C'est dans votre plus grand tube. 2 solos de rien. 2 solos de rien. Et on entend très vaguement d'ailleurs l'auteur de ce solo. Là, il est décédé récemment. C'est Gérard Filippelli, le guitariste, et qui a été ensuite un des Charlots. Fil des Charlots. Car mes musiciens ont mal tourné un jour, ils sont devenus les Charlots. C'est terrible. Et alors, ce qui est monstrueux, c'est que vous avez tous les accordéonistes de France ados et qui veulent tous venir vous péter la gueule. Et il y a un accordéoniste du nord de la France qui vient spécialement et il vous pète vraiment la gueule. Non, il ne me pète pas la gueule. Non. Et moi, il s'en est pas pris à moi, peut-être parce que j'étais pas dans les locaux de la maison de disques. Il s'appelait Aimable. Et après, des années après, je me suis très vite réconcilié avec lui. Mais là, il était furax et il est allé voir donc l'éditeur, Alain Boublil, le jeune Alain Boublil, le futur auteur des Misérables. Il l'a attrapé par la peau du cou et il menaçait de le mettre dans sa voiture et d'aller le jeter dans la Seine, quoi. Ah ouais, l'accordéoniste, c'est une espèce très dangereuse. Ne jamais chatouiller un accordéoniste. Pourtant, il s'appelait Aimable. Ah, il s'appelait Aimable. Il était très connu, presque autant qu'André Verschuren ou Yvette Horner. André Verschuren. Maintenant, on va parler de la guerre des idoles. Parce qu'il faut dire que nous avons ici avec nous le principal concurrent de Johnny. Ah, ça, c'est l'on peut dire. Ah ben ouais. Pire, mais parce que à l'Olympia, tous les soirs, vous faisiez huer Johnny Hallyday. Je faisais pas. Oui, on pouvait admettre ça comme ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à chanter, le premier soir où j'ai eu vraiment de succès, c'était dans le nord de la France. Et j'avais dit une phrase. J'avais dit, est-ce que vous aimez l'accordéon? Les gens criaient non. J'ai dit, est-ce que vous aimez Johnny Hallyday? Les gens criaient non. Et je démarrais les élucubrations. Et Christian Fechner, qui voulait arriver à ses fins, me dit, oh, tu devrais redire cette phrase tous les soirs. Et effectivement, j'agissais tous les soirs. Ce qui fait que, en vérité, j'avais quelques jours avant rencontré Johnny pour la première fois dans une boîte de nuit. Ah, ça, c'est génial. Une boîte de nuit à Marseille. J'avais fait mon premier gala payé. Première fois que je gagnais en un gala presque le salaire d'un mois d'un ingénieur d'époque, d'un centralien débutant. Et je rentre à l'hôtel, c'était à Marseille. Et on me dit, il y a votre copain Johnny, il y a votre copain qui est là. Je dis, quel copain? Johnny. Ah bon? Bah, je suis allé le voir. Il était dans la boîte. À l'époque, il y avait des boîtes de nuit dans les hôtels. Et il me voit, il me dit, ah salut, j'adore ta chanson. D'ailleurs, regarde, j'ai une chemise à fleurs. Il avait une chemise à fleurs. Et on est passé une bonne soirée ensemble. Mais par la suite, il y a eu des excès, quoi. Ces secrétaires, assistants disaient « Ouais, mais tu vas pas laisser Antoine, les gens, ils te critiquent et tout et tout. » Et puis il y a eu la guerre, quoi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Johnny Lance, cheveux longs, idée courte, contre vous. Oui. Vous dites que vous voulez le mettre dans une cage à Médrano. Mais c'est une autre histoire que de m'y faire rentrer. Oui, et là, il y a le 25 mai, vous êtes réunis sur un plateau télé. Oui, c'était 25 mai, c'était Oui, je m'en souviens, j'étais là.
Est-ce que c'était le 25 mai avec... Est-ce que c'était... Donc si c'était le 11 avril, ça ne changera pas de D'accord. vie. Est-ce que c'était avec Albert Resner ou Ouais, c'était avec Razel. avec Albert Resner, oui, c'est ça, oui. Oui, ça va être un peu un guet-apens d'Albert Resner, mais en fait, cette guéguerre, elle a rendu service à tout le monde d'ailleurs, à Johnny comme à moi. Parce que Johnny, il était un peu en perte de vitesse à l'époque, et du coup, ça lui a donné de la pugnacité, et c'est là qu'il a fait Noir c'est Noir, qu'il a fait des chansons et qu'il a fait un comeback. Et moi, à vrai dire, j'ai toujours été fan de Johnny. Hein. Mais là, il vous dit ce jour-là, c'est peut-être pas Dylan, mais moi ce que je regrette, c'est qu'Antoine n'ait pas le talent de Dylan. Voilà, bah, c'était... Vous avez répondu quoi? Moi, je n'ai pas répondu parce que c'était pas... parce que d'abord, j'étais fan de Johnny, moi. Oui. J'étais fan de Johnny, et puis c'était pas... J'ai jamais prétendu avoir le talent de Dylan. Mais alors une fois, c'est quoi cette histoire qu'un animateur d'Europe 1 à Paris vous a enfermé dans une boîte, vous a dit vous allez vous réconcilier? Voilà, c'est à la suite de ça, c'est vrai que les journaux avaient fait la guéguerre, c'était des tas de trucs et tout. Et c'était vraiment la guéguerre, quoi. Et un soir, dans une boîte où il se trouvait qu'il était là et moi aussi, une inauguration d'une boîte, je crois que c'était à Neuilly ou un truc comme ça. Je crois que c'était pas à Saint-Germain-des-Prés? Non, c'était pas Saint-Germain-des-Prés, ça. Et il m'avait, je pense que c'était Hubert, mais je suis pas sûr. Parce que Jean-Marie Perrier me dit, Hubert Baillaf, qui était un animateur très connu à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Dans le vent, mais d'autres me disent que Jean-Marie Perrier me dit que c'est le célèbre photographe me dit que c'est lui. Alors, c'est l'un ou l'autre, quoi. Mais enfin, donc, ce jour-là, il nous a enfermés. J'essaie de retrouver dans vos mémoires qui oui, mes mémoires sont je crois que vous mettez que c'est les deux, en fait. un peu flou sur les deux, là. Oui. Et il nous a mis dans un salon de cette boîte. Enfin, c'était un grand local, genre grand restaurant et tout. Et vous ne sortirez que quand vous serez raccommodé. Voilà. Et là, vous avez 3 heures enfermé avec Johnny. Peut-être pas 3 heures, mais ça a duré un moment. Et de quoi vous avez parlé? Il m'a dit qu'il avait des belles chaussures. Je vois que c'était un mec passionnant. Non, et on a dit bon, arrêtez, faut pas dire ci, faut pas dire ça. Et puis il n'y a plus de problème par la suite, quoi. Il y a eu la bagarre d'Anguionne. Ah, la bagarre d'Anguionne, c'était intéressant. Ça, c'était en Corse. Pour la première fois, je suis parti cet été-là. Il y avait de la violence cet été-là, parce que, pas seulement pour moi, tous les chanteurs recevaient des canettes de bière et des boulons sur la gueule ou des tomates sur scène et tout. Et moi, je suis parti en Corse et effectivement, j'avais un tel succès que c'était la folie, quoi. Les gens étaient prêts à mourir pour Antoine. Bon, peut-être pas, mais c'était un tel succès, les élucubrations, que les gens, ils mettaient 2 affiches et ils louaient une boîte avec la place pour 200 personnes et ils emmenaient 600. Voilà. Ah oui, là, c'est une salle pour 400, il y a 2000 personnes. Ah, ça a été une folie complète. Le son, on n'entend rien. On n'entendait rien, les gens commencent à gueuler. J'avais un garde du corps, il fallait des gardes du corps. J'avais un garde du corps qui se prend pour un torero qui commence à menacer les Corses. Alors ça n'a pas marché du longtemps. On s'est fait jeter, on est parti par la fenêtre. Voilà. Et les mecs lançaient des tables. Ah oui, tout ça volait. À un moment, c'était parti. Il y avait le batteur des Problèmes, mon musicien, il a pris un seau à champagne, il s'est mis sur la tête comme un casque de combat pour pouvoir s'échapper sans se faire assommer. Et puis ça a été... C'est en quelle année? C'était en 60. Tout ça s'est passé en 66. 66? Eh oui, c'est vieux, hein. En 66, j'avais 22 ans. Et le lendemain, quelques jours plus tard, j'avais un gala à Ajaccio. Et tout le monde disait, oh là là, il va y avoir des attaques, etc. Et tout. En fait, je suis arrivé à l'aéroport d'Ajaccio, il y avait un couloir de gendarmes des deux côtés de la rue, depuis l'aéroport jusqu'à la zone de. Mais alors pourquoi vos concerts étaient si violents? Parce que moi, un de mes meilleurs amis était Hervé Hullard qui a fait un tube en 65 Oui. et il m'a dit qu'il n'y avait aucune violence à ses concerts. D'où venait cette violence chez vous? Parce qu'il y avait cette espèce de guéguerre, quoi. Alors, non, mais parce que ça. Disons que ma chanson était la première qui critiquait un peu des choses. Bon, par exemple, je réclamais la pilule en vente. Il n'y avait pas seulement Johnny. Je réclamais la pilule en vente dans les Monoprix. Il y avait des gens que ça a choqué, quoi. Des gens que ça a choqué. Je parlais de mon petit cousin imaginaire qui allait danser au lieu de se coucher, d'aller se coucher quand Gros Nounours avait chanté sa berceuse à la télévision. Eh ben, il partait danser au Palladium, quoi. Et ça choquait un peu les gens. La France était coupée en deux. Il y avait les pour Antoine et les contre Antoine.
Terrible. D'ailleurs, on va parler d'une de vos chansons qui est un petit peu polémique. Et vous me direz si on doit couper l'extrait à la fin. On n'est pas en direct. Y a pas Oui, de... oui. Vous voyez de laquelle je parle? Non, non, je sais Ah pas bah, laquelle. tant mieux. Non, il y a une de vos chansons qui passerait plus du tout aujourd'hui, mais on va y venir plus tard. Je fais les choses dans l'ordre. Alors, il y a une histoire très drôle, là c'est beaucoup plus drôle. C'est avec Joe Dassin. Oui. C'est un jour où Joe Dassin a voulu se foutre de votre gueule. Alors il dit, je vais prendre un prénom encore plus ringard qu'Antoine, je vais prendre Édouard. Je vais prendre, qu'est-ce qu'il avait mis? Des sortes de chemises à fruits. Oui, dans des shorts. Des shorts. Des shorts à fruits. Moi, j'avais des chemises à fleurs. Et Il avait lui, des shorts à fruits. c'est sa femme, la femme de Jodassin, qui découpe dans des rideaux chez elle, dans des vieux rideaux, découpe un Bermuda à fruits. Et ils prennent un gars qui était un des compositeurs très célèbres de, j'ai oublié son nom, mais des très, très grands succès de Jodassin. Ils lui mettent une perruque qui descendait jusque-là. Moi, j'avais les cheveux jusque-là, mais comme ça, c'était une caricature complètement. Et ils font une chanson. N'aie pas peur, Antoinette. Pas, oui, non, c'était la deuxième avant, ils avaient fait une parodie complète. En fait, il y a eu plein de parodies. Hein. Ah ben il y en a eu des Jacques centaines. Martin, Jean-Yann, des accordéonistes, des humoristes. Il y a eu plus de parodies que de chansons en fait. Ah ben oui, il y a eu beaucoup de parodies derrière. Hein. Et alors c'est drôle parce que Vogue a fait un procès à Joe Dassin pour N'aie pas peur pour cette chanson. Oui, ou à l'éditeur, je sais pas au juste, mais c'est vrai que moi, ça me plaisait pas du tout qu'il fasse un procès. Moi, je trouvais ça rigolo. Mais Dassin était sympa. Je le connaissais pas à l'époque. Vous l'avez connu ou pas? J'ai très peu connu. Ah j'ai oui. rencontré quelques fois, mais c'est pas quelqu'un que j'ai connu fréquemment comme Claude François, disons. Moi, j'ai toujours tenu un petit peu à l'écart du. Il y a un gros débat sur Claude François. Ouais, à l'écart du show business. Il faut qu'on parle de Claude. Ah ben François, oui, Claude. Parce que nous sommes une émission anti-Claude François. Ah bon? Ah bah oui. Et on pourquoi est- non? Parce que nos deux meilleurs amis, qui sont les deux parrains de l'émission, qui sont Hervé Villard et Nicoletta, un m'a dit que, parce qu'il a fait Hervé Villard sa première tournée avec Claude François en 65, avec Michel Thor, et il m'a dit que c'était l'être le plus ignoble qu'il avait connu. Il m'avait dit paix à son âme s'il en a une. Et Nicoletta m'a appelé parce qu'elle m'avait dit que c'était l'être le plus affreux, et elle m'a dit je refuse même de prononcer son nom tellement c'était un monstre. Moi, À vous. je serais plus partagé sur Claude François. Ah, alors, Bon. enfin des sujets intéressants. Moi, ça fait partie de ceux dont j'ai été le plus proche, c'est-à-dire que je le voyais une fois tous les 3 ans à peu près. Donc, c'est ça. Mais c'était un garçon qui pouvait être totalement adorable, mais vraiment adorable, de grande classe et très, très aimable, très respectueux, très souriant et tout, mais qui passait du tout au tout. Alors, si dans ces spectacles, il y avait eu un faux pas, une danseuse qui avait fait un faux pas, qui avait raté, un musicien qui avait raté un accord, Dieu sait quoi et tout, il rentrait dans une colère noire, il insultait tout le monde, il ne fallait pas s'approcher. Heureusement, j'avais un ami, un producteur, mon manager de l'époque, qui était également le manager de Claude François, et qui m'avait dit, si on va passer la soirée avec Claude, surtout tu restes loin de lui la première demi-heure après le spectacle. Ouais. Parce que tous les spectacles, il y avait un truc qui merdait, il y avait toujours un truc de rien du tout, une fausse note, il piquait des crises. Si son peigne n'était pas rangé exactement comme ça et tout, c'était un drôle d'oiseau. Mais est-ce qu'il vous coupait pas les retours? Parce que Nicoletta, quand elle arrivait sur scène, il coupait tout pour qu'elle chante comme de la merde. Ah bah non, non, moi j'ai jamais eu ça parce que j'ai jamais été dans le même spectacle que lui. Mais disons que je suis partagé, mais avec Claude, j'ai des bons souvenirs. Mais c'était pas un gars avec qui j'aurais passé ma vie. Oui, mais il paraît, il n'aimait pas le public. À la fin des concerts, il disait bonsoir à personne. Et il disait aux gens, tu vois, ce sont des bœufs, ce sont des merdes, tout le public. Et il partait avec sa Jaguar à 300 à l'heure. Mais ça, il était dans un état second quand il sortait de... Ah oui? À 300 à l'heure, c'est vrai ça. Moi, j'ai essayé de le suivre des fois, c'était pas possible. Hein. Vous avez pris des À cours de l'époque, voiture? comme je dis dans le livre, j'ai dit comment on faisait pour rester en vie. Parce que à la sortie du... Il n'est pas resté en vie très longtemps. À l'époque, sur les routes normales, qui avaient des virages et des platanes et pas de glissières et rien, pas d'autoroute, on était tout de suite à 160, 180 à l'heure. Tout le temps, hein. Tout le temps. Il y avait des accidents graves quand même. Hein. Sylvie Vartan, si tu nous écoutes. Il y a eu des accidents graves. Il y a eu... comment s'appelle-t-elle avec Sacha Distel, qui a eu avec... une jeune femme qui a été un accident terrible. Il y en a eu 4000. Un accident terrible. Et il y a eu, à l'époque, on roulait comme des fous. Quoi. Et lui, le premier. Alors, ah ouais, lui le premier. Et mais il vivait à 400 à l'heure. Et ce que m'avait raconté
ce que m'avait raconté mon ami et producteur qui produisait ces spectacles, jusqu'à la fin, à ces derniers jours, quoi. C'est lui qui m'a annoncé, j'étais au bout du monde, il m'a annoncé que Claude était mort. Et il me disait que Claude, il buvait, c'est un secret pour personne, il buvait pas une goutte d'alcool, pas une goutte de vin, rien du tout, dans la vie normale. Mais quand il allait rentrer sur scène, le soir, il commençait une bouteille de Chivas. Et il buvait sa bouteille de Chivas, publicité gratuite, il buvait sa bouteille de Chivas avant de monter sur scène, pour se mettre dans l'état surhumain où il était. Parce qu'il avait un état, il se dépassait totalement. C'est un scoop. Il se transcendait. Et si... ça sera dans France Démence. Non, je le racontais dans le livre, et si jamais la soirée s'attardait, qu'il y avait un retard dans la première partie ou une panne, etc., il continuait à boire, et là, il devenait mauvais. Là, il pouvait plus, il était beaucoup moins bon sur scène, etc., quoi. Mais moi, la première fois que j'ai vu Claude, quand même, j'étais en prépa à Grenoble, et Claude qui venait de faire Belle comme le jour, et qui vient faire une tournée, un gala à Grenoble, et moi j'y suis allé, etc. Et ce jour-là, Claude, il arrive totalement à faune. À faune, totalement. Alors, la salle était pleine et tout. Il dit, on l'attend déjà en plus 1 heure. Et il dit, je ne peux pas chanter, mais je peux danser. Donc, il a fait tout son tour de chant en dansant, en bondissant comme il savait le faire, quoi. Donc, moi, j'ai quand même gardé une sympathie pour Claude. Vous allez restaurer notre... Parce que le dernier match que j'ai, c'est Avillard qui m'a dit, le dernier jour où je l'ai vu, il avait son costume à paillettes, il était sublime, et je suis arrivé vers lui et j'ai vomi sur lui. Bon, allez, on oublie. Alors, il y a une anecdote très drôle avec Dali, ça c'est formidable, parce qu'un jour on dit Dali veut assister de manière discrète à votre concert. Eh oui, On va voir la manière discrète d'assister de Dali. C'est marrant parce que je suis en train de lire les mémoires d'Amanda Lear, dans le nom, c'était Amanda de Dali. Et Amanda Lear, que je l'ai rencontrée donc chez Dali. Et effectivement, j'étais allé pour un tournage d'une émission d'un portrait qui s'appelait Le Portrait mou de Salvador Dali par Jean-Christophe Averti. Et on m'avait invité à venir là. Donc j'ai rencontré Dali chez lui, chez Dali, Gala, le capitaine, etc. et tout. Et donc la journée a été folle. Dali a dit que j'étais archangélique. que j'étais angélique et archangélique. Et après la fin de la journée, il dit « Ah, j'aimerais voir votre spectacle ». Je dis « On passait pas loin, à Céré, du côté de Perpignan ». Et il me dit « Je viens vous voir, on vient vous voir ». Alors je dis « On va vous organiser ça pour être bien installé ». « Non, vous dérangez pas, je viens incognito, discrètement et tout ». Et moi j'arrive, je rentre sur scène et il y avait Dali qui avait fait installer des tapis, des fauteuils Jean-Louis XV ou je sais pas quoi, luxueux et tout. Et il était installé avec sa femme, Gala, son assistant, le capitaine, et puis il y avait des osselots. Ces osselots qui étaient couchés au-dessus. Un tapis rouge. C'était très, très discret, oui, sur le tapis. Alors, on va faire 20 secondes hors micro. C'est juste une question, mais on la passera pas. C'est micro, c'est à propos d'Amanda Lear. Oui. Parce qu'Hervé Villard m'a dit, mais tu sais quoi, Simon? Moi, je vais te dire sur Amanda Lear. J'ai vu la bite d'Amanda Lear dans du formol. J'ai assisté à l'opération. Vous validez ou pas? Je crois qu'Hervé, il a quand même un petit peu des... C'est Hervé Villard, c'est ça? Je crois qu'il a un peu des non, moi, honnêtement, je m'en fous. Moi, j'ai connu Amanda Lear, savoir si c'était un garçon ou une fille, j'en ai rien à faire. Bon, si jamais elle est trans, ce qui est tout à fait respectable, elle ne l'a jamais dit, donc ça me concerne pas. Ça me concerne pas. Et, effectivement, moi, j'ai quand même une anecdote aussi assez précise, plus soft. Dali donc était venu voir là, et puis une année après, je chantais dans un petit club qui était très très coté, qui était avenue des Champs-Élysées, qui s'appelait La Tête de l'Art. Ouais. C'était tout petit, il y avait une centaine de couverts et toutes les plus grandes vedettes allaient chanter là, quoi. Et donc je chante là, et un soir, on y chantait tous les soirs pendant 1 mois, et un soir, il y a Dali qui arrive avec Amanda. Et il s'installe au premier rang à une table. C'était tellement petit puis on finit le spectacle et du coup, on va s'asseoir avec lui, on va s'asseoir avec eux deux et tout, et j'étais avec eux. Et pendant tout le temps du
on était en train de boire un verre comme ça. Il y avait Dali, il avait une canne avec un très beau pommeau sculpté. Et Amanda était assise à côté de lui. Et il avait la canne entre ses jambes comme ça, voilà. Et il tenait, ça faisait vraiment un pommeau comme ça. Et pendant toute la soirée, c'était comme ça. Nous ne commenterons pas cette anecdote qui n'a pas de chute hormis une chute mais de rein, encore une fois, Amanda, elle a choisi, c'est clair, pour elle, elle a toujours été une femme, donc bravo. Moi, j'ai des amis trans qui ont changé de genre et je respecte totalement leur choix, Ah ouais, alors, que ça a été le cas ou non. Et on... Voilà, bref. Oui, alors comment enchaîner après la bébite d'Amandine? C'est compliqué d'enchaîner. J'avais pas un petit verre de champagne? Oui, il est loin. Il a sorti. Vous avez vu que l'émission partait en couille. Pourriez-vous me donner... Donc c'était mieux de se bourrer comme un petit peu la gueule. Mais alors, il y avait mon verre, non? Vous aviez servi un petit verre, non? Ah d'accord. Ah, il faut que vous finissiez votre verre d'eau. Eh ben, je vais finir le verre d'eau. Finissez votre verre d'eau et après on va vous donner du champagne. Voilà. Alors après, je sais comment enchaîner. J'enchaîne de façon très soft. Une séance photo avec Jean-Marie Perrier. Voilà. Merci. Alors ça, c'était formidable. Une séance photo avec Jean-Marie Perrier qui vous met sur les Champs-Élysées, en pleine circulation, trônant avec une guitare, sur un énorme fauteuil ancien doré. Ah oui. Et avec un lévrier afghan, il faut nous expliquer. Avec un tapis. C'était une idée de Jean-Marie. Lorsque je suis arrivé, merci. Comme j'étais... merci beaucoup. Merci bien. Ouais. Merci, elle est payée, rassurez-vous. Salut les copains, c'était une institution formidable. Au début, il m'avait arrivé, comme il y avait une petite phrase contre Johnny dans la chanson, qu'ils étaient fans de Johnny, c'était leur pain quotidien, Johnny. Alors, il y avait une partie qui m'aimait pas, et puis d'autres qui m'aimaient bien, et tout. Puis, ils sont venus très vite, le succès a été tel qu'ils sont venus très vite. Et ils m'ont consacré des pages et des pages, même un numéro entier un jour, entier. Et au mois de quelques semaines après, à peine après le succès des élucubrations, effectivement, Jean-Marie Perrier a dit « Je vais te faire la couverture du journal, la couverture du journal ». Et il m'a emmené sur les Champs-Élysées. Comme ça, on n'a rien demandé à personne. Ils ont pris un fauteuil chez un antiquaire du coin, un tapis, un lévrier afghan, je ne sais pas d'où il sortait. On n'a rien demandé à personne, on s'est mis sur les Champs-Élysées. Il a fait sa photo à loisir pendant un quart d'heure ou une demi-heure. Personne n'a rien dit, quoi. Il y a un gendarme qui est passé, qui regardait, ah bon, ça serait impossible maintenant. Et en fait, ça voulait dire, je me mets où je veux et je vous emmerde. C'était la signification de la photo. C'est-à-dire que moi, c'est pas une chose que j'avais envie de dire, parce que je voulais me dire merde à personne, en fait. Je voulais dire merde à personne, mais c'est comme ça que Jean-Marie le voyait, quoi. Voilà. Alors, il y a une autre histoire extrêmement drôle, c'est qu'à un moment, vous décidez de dédicacer des seins. Vous n'avez pas cherché pourquoi l'esprit pervers a décidé à ce moment-là. Ah mais vous présentez les choses de façon un petit peu... vicieuse. Un petit peu crue. Un petit peu crue qui peut révulser l'auditeur, surtout à notre époque un peu puritaine, je l'ai déjà dit. Lorsque... Dans une boîte de nuit, c'était la folie de l'époque, c'était vraiment la folie. Mais une folie bon enfant quand même. Et il y avait cet animateur dont je parlais de Europe 1 qui s'appelait Hubert Wayaf, qui était un joyeux de drille, qui était très copain aussi, entre autres, avec Nicoletta, que vous connaissez bien. On va faire un truc. Et avec Nicoletta. Et on fait une soirée comme ça avec... Comment on peut appeler... Continuez. Ah bah, je viens d'avoir une idée télévisuelle. Voilà. Non, mais vous avez compris ce qu'on va faire. Et un soir, il y a eu une journée assez folle parce qu'entre autres, sont nés un groupe qui a été un phénomène français de musique populaire et humoristique, c'est les Charlots. C'était les musiciens Les Problèmes. Et on était invités donc à faire sur cette boîte de nuit qui s'appelle Miller Mods, qui était animée par Hubert, quoi. Et ça a été la folie. Il y avait un monde, c'était pas possible. Tout le monde était là, demandait des autographes. À la fin, à un moment, qui a eu l'idée? Est-ce que c'est Hubert? Est-ce que c'est moi? On dit, écoutez, on en a marre, on ne signe plus que sur les seins. On pensait qu'on allait être tranquille. Tu parles?
Elles sont arrivées l'une après l'autre, et la première est devenue célèbre un peu plus tard, c'est Nicoletta. Et on va faire quelque chose. On va l'appeler. Allô Jean-Christophe? Je suis avec Antoine. Et on parlait de Nicole, alors justement... Bonjour Jean-Christophe. On voulait vous appeler. Antoine est là, est-ce que vous le voyez? Oui, je le vois. Non, ouais, ça y est, je le vois. Coucou. Est-ce que Nicole est à côté de vous? Alors, Nicole, on a une grande question à te poser. Comment ça va? Bonjour Nicole. Antoine le chanteur, mais comment il parle? Eh ben, je vais à la perfection. Et Je rajeunis d'année en année. alors, Et tu rajeunis et moi-même, je pense rajeunir également. Je prévois. Vas-tu bien? Non. Pourquoi il faudrait changer, écoute? Par les temps qui courent. Et c'est le printemps qui revient. Voilà. alors, Antoine nous a raconté une anecdote sur toi. Et on voulait savoir si c'était... Alors, tu lui dis, Antoine, ou... Ah bah écoute, l'histoire de la dédicace, la fameuse dédicace au Miller Mods, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on a rigolé? J'aurais expliqué que Mon amie Françoise, voilà. qui est la marraine de mon fils, on voit toujours, l'appelle Françoise, et la troisième, je ne sais plus son nom, on faisait exprès de se faire des... Tu nous faisais des autographes en laissant des fleurs autour de nos tétons. Voilà, c'était avec Hubert Wayaf et à un moment on était entouré de gens qui voulaient des autographes à tour de bras. On avait dit on ne signe plus que sur les seins et on pensait être tranquille. Et ben non, et c'était rigolo. On en cacharel. Ah oui, là les chaussettes Cacharel, c'est notre aventure. C'était cacharel. Tout était Cacharel, oui. Et je me rappelle que des années après, tu m'as raconté que un journal à scandale t'avait... On faisait du chantage, il dit bon, on va sortir les photos où vous êtes à moitié nu avec les fleurs dessinées par Antoine. J'étais mort de rire. Et oui, et tu leur as dit publiez, publiez. Oui, on avait 20 ans. Eh bien, écoute, Nicole, c'est ravi de t'avoir au téléphone. On t'a peut-être dérangé tard, un petit peu tard. À Paris, là, Oui, je suis à Paris en train d'enregistrer l'émission avec notre ami Colin. Hein, et puis, tu as vu, c'est un engin, c'est un oiseau. Oh, on a bien révisé, là. Et je repars rejoindre ma ferme en Auvergne. de quel Nicolas tu me parles? Non, pas Nicolas. Simon. Simon Colin. C'est Colin ton nom? Oui, c'est Colin. C'est Simon, voilà. Et qui vit en Auvergne? Et voilà, bah, je vis en Auvergne, le bateau est confiné en Australie, donc on ne peut pas le rejoindre. Mais du coup, on savoure la beauté de l'Auvergne, c'est le paradis terrestre, là, voilà. Mon petit mari, il a une propriété à côté de Limoges, c'est magnifique. Ah oui, c'est beau, c'est pas très loin, c'est pas très loin. Centre-France, c'est très beau. C'est spécialement beau en automne, quand il y a tous les chênes d'Amérique qui sont rouges, c'est formidable. Belle région aussi. Mais écoute, tu sais, alors Nicole, j'ai parlé 2 heures ce matin à Hervé qui a été adorabilissime. Ah oui, il est bien luné en ce moment. Ah, il est merveilleux. On a parlé 2 heures, il a été drôle. Qu'est-ce qu'on a ri? L'émission. Il a été merveilleux, il a été extrêmement drôle et il veut qu'on déjeune ensemble tous les 4, oui. Il veut le plus vite possible. Mais bien sûr, nous le ferons, il n'y a pas de problème. Ben, génial. Écoute, je t'embrasse. On va continuer notre émission. Mais mille merci. J'embrasse très fort aussi, je suis ravi de t'avoir vu. Bisous, Passe un bon moment. bisous à toi, porte-toi bien surtout. Hein. Porte-toi bien surtout par ces temps bizarres. Ces temps... Allez. Allez, Je bisous. t'embrasse, Nick. Je t'embrasse. J'embrasse Jean-Christophe. Wow. Ah, ça c'est de la vraie télé. Il y a des invités surprises. Vous voyez que c'était... C'est mieux que Sacrée Soirée. Vous voyez que c'était authentique, hein, l'anecdote. Ouais, non, mais maintenant, on va toutes les retrouver. Toutes les nanas de vos livres, on va les faire venir au télé. Vous aurez du mal à retrouver Dalida. Ah, c'était une blague de mauvais goût. Alors, du coup, Ah non, alors il y a une histoire extrêmement drôle, donc ça c'est une histoire passionnante pour le coup. Non mais c'est vraiment... Ah, pourquoi les autres étaient nuls? Je vous tends des perches. Et quelle perche! Mais quelle perche! Alors, en fait, c'est que j'ai découvert, grâce à votre livre,
que Jacques Dutronc est la plus grande arnaque du siècle. Oh, je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça, Mais c'est un mais peu ça. non, parce que rien il ne s'agit pas de retirer à Jacques son talent, son très grand talent humain, d'auteur de textes, de musique, je veux dire, d'homme, d'acteur et tout, c'est clair. Mais c'est vrai que Jacques Dutronc a été créé pour me tirer des bâtons dans les roues, mettre des bâtons dans les roues. Parce que c'était dans la maison de disques Vogue, où je venais tout d'un coup de connaître le succès avec un jeune directeur artistique qui venait de nulle part, donc Christian Fechner. Il y avait un directeur artistique plus ancien qui avait lancé Johnny, Françoise Hardy et plein d'autres, et qui tout d'un coup était dépassé. Le directeur de la maison de disques, Léon Cabat, lui disait « Vous êtes Wolfson, là, vous êtes dépassé, c'est fini, regardez le petit jeune et tout. » Et Wolfson broyait du noir et disait « Je vais créer un autre Antoine. » Et il a essayé avec un ou deux autres gars de son équipe, et puis ça ne marchait pas. Puis un jour, il est tombé sur Jacques Dutronc qui faisait les maquettes, qui avait un petit rôle. Mais d'abord, il est tombé sur Lanzmann. Ah oui, alors c'est Lanzmann qui faisait sur Jacques Lanzmann, et il lui a dit « Tu ne pourrais pas m'écrire des chansons dans le style d'Antoine ?» Lanzmann dit « Moi, je vais te faire ça. » Il lui fait des chansons. Jacques Wolfson fait enregistrer des maquettes par un petit secrétaire qui était là, qui avait joué dans un petit groupe qui s'appelait El Toro et les Cyclones, je crois. Et puis, voilà, il fait ça, et puis il cherche par qui il va faire enregistrer ça. Puis il trouve personne, il essaye 2-3 personnes, ça ne va pas. Alors à la fin, il dit au gars qui avait fait la maquette, eh ben puis c'est toi qui t'as enregistré, c'est toi qui le fais mieux, c'est toi on sort le disque avec toi et tout. Et le gars, le jeune assistant, c'était Jacques Dutronc. Et c'est incroyable. Il y a faudrait faire quelque chose avec cette porte. On va porte, peut-être fermer. Oui. Il y a une fenêtre qui nous emmerde depuis une heure. L'espagnolette m'a l'air un peu fragile. Alors, Ouais. alors non, mais et ce qui est génial, c'est qu'à partir de ce moment-là, on vous arrête dans la rue en disant « Ah, mais j'adore ta chanson sur les Chinois !» Ah oui, il m'a dit, j'adore ta chanson. Ah oui, laquelle est-ce que j'ai cherché laquelle de mes chansons leur plaisait. Et ils me disent, celle avec les Chinois. Les Chinois, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et après que j'ai réalisé que c'était 600 millions de Chinois et moi, quoi. C'était... Et d'ailleurs, Lanzmann vous revoit 15 ans après et vous dit, c'est grâce à toi que j'ai fait fortune. Oui, ça c'est vrai, ça c'était l'anniversaire, ça devait être le 50e anniversaire de l'Express. Et je passais dans une interview juste derrière Lanzmann. Et il me voit rentrer dans le studio, il me dit « Ah, l'homme à qui je dois ma fortune !» Alors maintenant, il y a une anecdote tragique, mais passionnante. C'est peut-être celle qui va le plus passionner les auditeurs. C'est 67 Saint-Rémy. Parce que, si vous vous en souvenez pas, ça commence bien. Ah oui, non, d'accord, oui. Alors, oui. 67 Saint-Rémy, non mais c'est incroyable. Parce qu'en fait, Dalida était avec Luigi Tenco, les deux faisaient une chanson et ont été en compétition avec vous. Vous logiez dans le même hôtel. Voilà, mais c'est-à-dire que pour moi, c'est un très beau souvenir. Pour moi, de mon côté, ce Sanremo-là, 67, ça a été merveilleux. Ça m'a ouvert une carrière en Italie qui était formidable et un beau pays que j'adore et tout. Mais effectivement, le soir de la première partie Vous gagnez le concours, en fait. Non, j'ai pas gagné. J'ai été numéro 2 des ventes ensuite. Ça a été un succès énorme, qui est resté dans l'inconscient collectif des Italiens. Une chanson qui s'appelait Pietre. Mais le même soir, la chanson de Dalida et Luigi Tenco est un échec. Alors pour Dalida, c'était pas bien grave, mais en Italie, quand un chanteur faisait un succès à Sanremo, il avait son année entière, il gagnait sa vie, il faisait un pas formidable sur sa carrière, quoi. Et quand il avait un échec comme lui, qu'il n'est même pas allé en finale, eh ben, ça a été un désespoir, quoi. Et il s'est suicidé. Dans l'hôtel le soir même. Il s'est suicidé dans l'hôtel, là. Et je crois que Dalida a fait une tentative de suicide juste après ça. Plus tard, oui, plus tard, c'était une... Juste après ça. Oui, Dalida, elle a tenté de se suicider. Enfin, elle avait des gros soucis, dans la tête, quoi. Et ça n'avait rien arrangé, quoi. Ouais, non, mais alors, je crois qu'elle a fait même une tentative de suicide à Sanremo, non? Non, pas à Sanremo. Vous êtes sûr? Non, pas à Sanremo. Non, Luigi Tenco, non, ça a été plus tard. Alors, un chanteur très connu que j'ai eu au téléphone,
m'a dit, je vais te dire la vraie raison du suicide de Dalida. Mais elle la connaissait par cœur. Elle avait raté son lifting. Bon. Vous Ah, ça validez? va. Non, non, j'en sais rien. Non, moi j'ai raconté, et je vais la raconter avant que vous m'en parliez, j'ai raconté, moi, mon expérience, Ah. ma rencontre avec Dalida, et j'en garde une certaine émotion, et en même temps une certaine, je dirais pas honte, mais un certain remords. C'est que moi Dalida, elle avait 30 ans passés, moi, ou 35 ans, moi j'avais 24 ans. J'avais 24 ans et on était parti dans une galère, on s'était fait embarquer dans une galère en Italie, un genre de tour d'Italie, mais pas à vélo, mais en chantant des chansons tous les soirs. Et pour un tas de circonstances, on prenait un bide tous les soirs. On prenait un bide tous les soirs, c'était un concours quoi, et on prenait un bide tous les soirs et c'était tellement répétitif, c'était tellement récurrent qu'à la fin, ça finit par vous taper sur le système, quoi. On avait une chanson à chanter, une seule à chanter, et la chanson ne plaisait pas, quoi. Moi, c'était pas la sienne, et la mienne ne marchait pas, quoi. Et un jour, on s'appuyait un petit peu dans notre tristesse, quoi, dans notre déception et tout. Et ça a duré. Et un soir, ce qui devait arriver, à la suite d'un repas, on a bu un coup, et puis... je l'ai accompagnée dans sa chambre. Et moi, j'avais donc 24 ans, elle, bien 10 ans de plus. 35. Et j'étais inquiet. Parce que je me disais, dans quoi elle était. Déjà, elle avait tenté de se suicider, elle avait des problèmes. Elle était pas, manquait beaucoup d'équilibre, quoi. Je me disais, dans quelle galère je me fourre, je devrais pas, j'aurais là, mais. Et je me retrouve dans le lit de Dalida. Et encore une fois, j'avais 24 ans, elle 35 ans. J'avais jamais touché la peau que de personnes de mon âge à peu près, et que j'ai prise dans mes bras et j'ai senti la peau d'une femme de 35 ans qui avait déjà vécu et qui était tout à fait pas du tout ce à quoi j'étais habitué, qui m'a glacé. C'est ça que j'ai un peu honte. Et je me suis levé, je suis parti. Et elle était nue? Je ne me rappelle pas le détail, moi, sans doute que oui. Sans doute que oui, je ne me rappelle pas en détail, c'est pas ça, c'est pas ce détail. Ça, c'est genre question bête, voilà. J'ai le droit de poser des questions gros des questions bêtes aussi. Donc, en tout cas, j'ai tenu dans mes bras un moment Dalida, cette femme qui a fait rêver tant de millions de personnes, comme une femme merveilleuse et tout. Et moi, il me fallait un déclic parce que j'aurais pas pu. C'était quelqu'un qui était profondément déséquilibré, quoi. Oui, mais comment vous expliquez? Parce que tous ces mecs, elle est sortie pendant des 10 ans avec un Waffen-SS, après avec une sorte de comte de Chamberlain qui était un mec complètement un escroc qui sortait de prison. Tous ces mecs étaient des... J'en sais rien. J'aime pas juger les gens. Moi, je garde que le bon souvenir, des bons moments avec elle. Sur notre site, on a une vidéo où on la voit chanter avec moi. On chantait Bambino, une chanson qui m'a fait amuser quand j'avais 14 ans. et c'est tout. Voilà, c'est une anecdote comme ça. J'en suis ni fier ni honteux. C'est la vie. Alors là, j'ai une autre anecdote, mais je ne pense pas que ça soit à la même époque. Parce que on change complètement de sujet. Il y a un maire qui a fait appel à vous pour doter sa ville d'un plan d'eau et d'un village de loisirs. Ah ben c'est la même époque, hein. C'est même un peu avant, c'est l'année avant, ça c'est 1967. Moi je venais d'avoir un énorme succès avec les élucubrations et quelques disques derrière. Parce que nous sommes toujours en 67, on va faire la vie jusqu'en 2020. Oh là, l'émission va être longue. Hein. On a toute la nuit. Ça va être long. Et donc, ça sera pire. Donc déjà, et je reçois un message du maire d'une petite commune du Puy-de-Dôme qui sait que je suis ingénieur de centrale et qui demande si je ne ferais pas le plan d'un plan d'eau qu'il voudrait construire près de son village. Et moi, je suis allé voir, je ne voulais pas être ingénieur, mais mon père, mon copain centralien qui faisait des chansons avec moi, me dit on peut faire un bureau d'études et puis on va faire ça. Donc je suis allé voir le village. Le maire m'a reçu, m'a fait boire du vin et des armagnacs et des eaux de vie un peu partout. Et à un moment, je lui ai dit, j'étais déjà fatigué du show business, ça m'énervait.
Et j'ai dit, moi je cherche un endroit où je puisse m'asseoir le soir au soleil couchant et regarder passer le berger avec ses moutons. Voilà, bon, c'était candide. Dans les années 60 on voulait retourner dans les Cévennes. Hein. On voulait aller élever des moutons dans les Cévennes. Et il me dit, le maire me dit... C'était dans les Cévennes? Non, c'était en Auvergne. Et le maire me dit, j'ai ce qu'il vous faut. Et il m'a emmené tout de suite, il m'a monté dans la montagne, enfin dans les collines, les Combrailles, et il m'a montré un truc complètement dingue, beaucoup trop grand, mais situé de façon absolument céleste, un truc absolument génial, et je l'ai acheté, et je l'ai toujours, et c'est là que je... Non, c'est toujours... Et c'est là que j'ai pu... Et vous avez créé le sucre? Ah oui, j'avais fait un bureau, on avait fait un bureau d'études, et on lui avait donné le nom de sucre. À l'époque, les créateurs d'entreprises appelaient leur entreprise Pomme, par exemple, comme les Beatles ou Apple. Et nous, on avait pris Sucre, Société d'urbanisme, de construction, de réalisation et d'études. Voilà. Mais sérieux. On n'a jamais rien construit. Une petite seconde, parce que il y a le truc qui me gratouille là. Ah oui, non. Ah, c'est drôle, vous êtes le premier. Et ça fait du bruit. Je ne sais pas si je fais une allergie au fil. Ah, vous faites une allergie au micro? Non, je ne sais pas. Vous êtes le premier invité en 180. C'est le premier, mais ça me gratte. Vous voulez qu'on change le micro? Non, c'est bon. Il vous gratte plus? Non, c'est bon. Ah bah, attention à ça, parce qu'ils vont croire que j'ai une érection. Non, mais si le micro gratte, tout est raté, quoi. C'est terrible. Non, j'avais jamais eu un invité qui a le micro gratté. On a des premières fois toujours, oui, un micro qui... On a une qui s'est cassé une dent avec le micro un jour. Ah, ça, c'est cool. Oui, connu en plus. Alors, d'ailleurs, en 68, vous faites un album absolument incroyable, mais qui est complètement passé... Ah oui, il était beau. Il y avait une chanson qui a eu un petit succès qui s'appelait Bonjour Salut, mais tout l'album était un album concept. Ouais, c'était de l'art contemporain, c'était incroyable. Avec des bandes dessinées par un dessinateur qui dessinait dans Fluide Glacial et des choses comme ça, des magazines de l'époque. Et puis, c'était toute une œuvre musicale qui se suivait du début à la fin. Et puis, il est sorti le 3 mai 68. Et c'est-à-dire que quelques jours après, il n'y avait plus rien. Ça racontait la vie d'un mec, Jean-Sébastien Piton. Voilà. Et alors, les premières chansons, c'était sa naissance, après sa jeunesse. Jusqu'à sa mort. Et la dernière chanson, c'était sa mort. Voilà, c'était un peu toute la vie d'un personnage fictif. Incroyable cet album. C'était beau. Il y avait peut-être plus de 100 musiciens, 100 musiciens, des orchestrations faites en Italie, en France. C'était beau. C'est terrible que votre chanson la plus connue, c'est celle où le mec qui fait le son s'est endormi. Ah oui. Et celle avec les 100 musiciens, elle n'est jamais sortie. Oui. Putain, merde, quelle carrière. Vous avez vendu combien de millions d'albums? Je ne sais pas. À l'époque, ne répondez pas aux questions cons. À l'époque, on n'en vendait pas des millions. Hein. Quand on avait vendu 500 000 albums, c'était inouï, quoi. C'était inouï. Mais 45 tours en Italie, on parlait de l'Italie. Mon plus gros succès de ma vie en nombre de disques vendus, c'était une chanson qui s'appelait La Tramontane, Festival de San Remo en 68, et il y en a eu 1 million de déclarés. Mais sur les marchés, il y en avait des piles de pirates, de piratés, quoi. C'était donc, il y a dû y avoir plusieurs millions, mais c'est pas. De toute façon, j'ai jamais compté par millions. Au moins, c'est le premier chanteur modeste en 180 invités. Parce que les derniers chanteurs nous avions dit j'ai vendu 45 millions de disques, 25 millions, 30 millions, 60 millions. Non, moi j'ai eu la chance d'avoir au long de ma vie les moments, les 15 minutes de gloire d'Andy Warhol, là, je les ai eus au moins 6 ou 8 fois dans ma vie, à des moments différents et dans des métiers différents. Chanteur, auteur, photographe, réalisateur de films, publicité. Vous avez fait 27 métiers. J'ai fait 27 métiers payés. C'est-à-dire où j'étais payé, quoi. Les métiers non déclarés. Je parle pas du hobby. Je parle pas du hobby. Je parle pas des hobbies, des passe-temps, quoi. Hein. C'est quoi les passe-temps? Donc, je veux dire, par exemple, j'ai collectionné des timbres. Il y a des gens qui en font un métier. Moi, non. J'ai fait de la peinture. J'ai jamais vendu un tableau, quoi. Ah oui, vous faisiez de la peinture? Comme plein de gens.
Bref, on mettra vos peintures en Je me illustration. rappelle même plus alors. alors, je continue. Il y a un reportage de Salut le copain qui s'appelle Antoine, roi d'Italie. Bah, c'est là où vous avez fait un carton en Italie. Et le seul problème, c'est on vous met avec vous le photographe le plus pochetron de l'histoire de Ah oui, l'humanité. c'était l'assistant de Jean-Marie Perrier. C'était un russe blanc qui avait des recettes à la vodka extraordinaires. Et je dois dire que c'est une des 2 fois dans ma vie où j'ai vraiment eu une cuite grave, quoi. Bah, Je conseille à personne de suivre cet exemple-là, mais c'est vrai que là, il nous avait assassinés avec des choses qui semblaient sans problème, toutes douces et tout, mais à un moment, tout se mettait à tourner. Je sais que j'ai plongé dans une piscine vide, des choses comme ça, quoi. Et alors, en fait, oui, vous avez plongé dans le vide, en fait, Ouais. dans un trou même. Dans un trou de la boîte de... Vous avez eu les lèvres fendues et l'œil au beurre noir, et en fait, vous avez quand même dû faire le shooting alors que vous étiez défiguré. Ah bah oui, j'avais pris une paire de lunettes de soleil que je tenais devant mon nez, ma lèvre, comme ça, pour cacher les dégâts. Non, mais c'était une jeunesse un peu folle. Hein. En Italie, moi, j'ai fait toute l'Italie dans tous les sens. Mais j'ai quand même... Quand vous dites, j'ai fait toute l'Italie dans tous les sens. Ah oui, c'est des galas partout. Puis je suis parti jusqu'en Yougoslavie, en Espagne, Portugal, enfin un peu partout. Ouais. Mais j'ai eu la chance, c'était une époque folle, mais j'ai eu la chance de jamais rencontrer la drogue. C'est-à-dire la drogue nocive, quoi. J'ai fumé 3 pétards par-ci par-là, mais ça m'a jamais beaucoup intéressé. Et j'ai jamais été comme beaucoup d'artistes de l'époque, la cible de mauvais plaisants ou de mauvais vous fourguant de la merde et vous tombez dans un trou infâme, quoi. Donc ça, je dois dire que j'ai échappé à ça. Oui, mais vous n'avez fumé que 3 pétards dans votre vie. Oh, j'en ai Tout le monde vous imagine non, j'ai le fumé. pétard incarné. Non. Moi, j'ai fumé 3-4 pétards, ça m'a jamais... Ça m'a toujours plutôt fait mal au cœur qu'autre chose, quoi. Non, ça m'a jamais beaucoup... J'ai toujours préféré un bon vin, un bon champagne, un cocktail. Je vois l'intérêt, ça m'a jamais tenté. Alors là, une petite parenthèse, vous me direz si vous voulez que je la coupe. C'est le moment où on ramène des emmerdes. Une chanson que j'ai retrouvée avec vous qui s'appelle Je l'appelle Cannelle. Je l'appelle Cannelle, oui. Alors, je l'appelle Cannelle, ça passerait plus du tout aujourd'hui. Mais... Ben, c'est possible, ça passerait plus. Parce que, effectivement, à l'époque, je rappellerai que l'âge légal pour se marier, pour une fille, c'était 15 ans. C'est vrai. C'était 15 ans. Et moi, j'avais fait une chanson qui était gentillette, où je disais je l'appelle Cannelle parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que j'ai goûté. Et à la fin, je disais je ne l'ai pas présentée à mes parents parce qu'elle n'a que 15 ans. À l'époque, non seulement ça ne choquait absolument personne, c'était vraiment pas du tout... ça ne posait aucun problème. En plus, c'était très chaste. Je disais, je l'ai installé dans mon grand lit tout blanc pour très longtemps et tout ça. Non seulement ça ne choquait personne, mais en plus, depuis, des centaines de parents ont donné à leur petite fille le prénom de Cannelle, qui n'existait pas. Qui n'existait pas. C'était jamais un prénom avant. Alors, il y en avait quelques-uns avant que ce soit devenu tout à fait légal, mais quand ça a été vers les années 70, c'est devenu légal de donner à peu près n'importe quel nom donner n'importe quel prénom à un enfant, eh bien, des centaines de parents appelaient leur fille Cannelle. Et même, un détail, l'éditeur s'était trompé. Il s'était trompé sur l'étiquette, avait écrit « Je l'appelle Cannelle » avec un seul N. Et il y a Et du coup, elles ont toutes fait la faute d'orthographe. Pas toutes, mais il y a beaucoup de filles qui s'appellent Cannelle avec un seul N à cause de la faute d'orthographe. Ouais. Mais il y avait toutes les filles qui s'appelaient Aline, il y avait toutes les filles, voilà. Voilà, c'est ça. Et voilà, il y a beaucoup de Cannelle. Il y a beaucoup de Cannelle. On cherche, il y a des centaines de filles qui portent ce prénom. Et là, on peut dire, les parents un petit peu pervers. Non. On reconnaît les parents libertins aux filles qui s'appellent Cannelle. Honnêtement, ce n'était ni libertin ni pervers, car encore une fois, à l'époque, le mariage, c'était à 15 ans. Maintenant, bon, c'est différent, mais... Maintenant, même à 40 ans, on autorise plus. Oui, maintenant... Vous êtes là à la limite où vous pouvez commencer à vous marier. Oui, on va pas épiloguer sur ça parce que ça pourrait être trop triste. Oui. Parlons plutôt du jour où vous avez fait l'amour à côté de Claude François. Oui,
faire l'amour, c'était beaucoup dire. C'était beaucoup, bon, c'est beaucoup dire, mais enfin, c'est vrai que je dois dire une chose tout de suite, c'est que je suis quelqu'un qui a un profond respect pour les personnes qui se prostituent. Alors ça, on va beaucoup en parler. J'ai un très, très grand respect pour les personnes qui ont choisi ce métier-là, parce que je trouve que c'est un métier qui apporte beaucoup de bonheur, qui est aussi louable que d'être un chef cuisinier, par exemple, que d'être un peintre, que d'être un musicien. C'est apporter du bonheur aux gens avec ce que la nature vous a donné, quoi. Donc, j'ai toujours eu un grand respect et je suis contre toutes les lois. Le pays que j'aime le plus au monde, c'est la Nouvelle-Zélande, où c'est totalement dépénalisé et tout à fait, où ça fonctionne très très bien, où les gens sont beaucoup plus... c'est beaucoup plus sain qu'ici, quoi. Donc, à l'époque, il se trouvait que moi, je n'avais jamais été voir une prostituée de ma vie, je savais à peine ce que c'était. Et quand mon premier succès, on parlait en Italie de cette chanson qui s'appelait Pietre, pour fêter la maison de disques, fêter le succès, la maison de disques m'invite, non pas dans une boîte de nuit ou un restaurant, mais dans un petit bordel. C'était une villa. À l'époque, c'était tout à fait légal. C'était la Belgique. Il y a comment en Belgique, c'est légal aussi, hein. Non, la Belgique, vous dites, ah oui. Non, mais c'était... Ah oui, j'ai pas dit, c'était la Belgique. Parce que la Belgique, c'est légal. Hein, Faites des calembours aussi. Non, dans la Belgique, non, j'avais entendu Belgique. Mais en Belgique, c'est légal. Et en Italie, il y avait c'était une petite villa où il y avait une mama, il y avait deux, trois accortes italiennes. Et je suis invité là et on me dit, vous allez bien voir monter avec une de nos pensionnaires. Ben, je ne pouvais pas dire non. Ça aurait été mal vu de dire non. Et en plus, ça ne me dérangeait pas honnêtement. Et je suis monté, mais la maman me dit, mais il n'y a qu'une seule chambre libre là et il y a déjà quelqu'un, s'il y a 2 lits, mais il y a déjà un de vos collègues qui est là. Et ça ne vous dérange pas? Je dis, bon, ça ne me dérange pas. C'était une époque où la sexualité était moins complexe que maintenant. Et voilà. Et l'autre personne, c'était Claude François. Et il était comment alors au lit? Ben François, je ne sais pas. Je n'ai pas été regardé de près. Hein. Je n'ai pas regardé, mais il était avec une pulpeuse napolitaine et moi j'étais avec une charmante romaine. Et puis voilà, c'est pas aller plus loin. Et c'était très gentil. Et il n'y avait absolument rien de honteux dans ce Et alors, à propos de la prostitution, quand j'ai dit que j'allais vous recevoir, un très bon ami à moi, qui est l'académicien Jean-Marie Roire, ah, oui. il dit, écoutez, c'est formidable, vous savez, Antoine, nous sommes battus ensemble. Oui, mais pour la prostitution. Eh ben oui, quand il y a une dizaine d'années, quelques députés trompés par des personnes prétendant vouloir aider les femmes, mais qui en fait sont plutôt des mouvements catholiques ou puritains ou autres, ont commencé à vouloir créer une loi interdisant la prostitution, en disant que c'était pour protéger les femmes, c'est-à-dire comment vous protégez quelqu'un en leur faisant perdre leur gagne-pain, et donc consistant à punir les clients. Eh ben, il y avait pas loin d'une centaine de célébrités qui ont signé une pétition que j'avais faite avec Catherine Deneuve, avec Florence Artaud, avec Mireille Darc, beaucoup nous ont quittés depuis, avec des tas de gens qui avaient signé en disant cette loi est idiote n'apportera que du mal et tout. Mais la politique étant, les hommes politiques étant assez généralement des lâches et plus intéressés par leur réélection que par ce qu'ils ont voté. Donc la loi est passée, ce qui ne change rien, sauf que ça rend la vie encore plus difficile aux femmes qui font ce métier-là, qui sont jetées de plus en plus dans la clandestinité. Et en fait, ça donne tout pouvoir aux clients, parce que comme les clients sont plus rares, eh ben, ils peuvent tout exiger des femmes, quoi. Donc c'est exactement le contraire de ce que ça prétendait rendre, quoi. Voilà. Donc j'ai toujours eu une grande sympathie pour les femmes exerçant ce métier. Et c'est vrai que j'avais pris de la parole et que Jean-Marie Roire, entre autres, académicien, l'avait fait aussi, mais aussi beaucoup de femmes. J'avais insisté pour avoir beaucoup de... Nicoletta l'avait signé, entre autres, et beaucoup d'autres. Et j'avais insisté pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, qu'il y ait la parité là-dedans aussi. Formidable, vos pétitions. Et je pense toujours que cette loi qui a été créée, elle est stupide, elle est dangereuse, elle fait que du mal, et que je parlais encore de la Nouvelle-Zélande, où il y a
une petite anecdote. En Nouvelle-Zélande, il y a une femme qui a, dans les années 80 par là, ou 90, a créé le collectif des prostituées de Nouvelle-Zélande. Elle a créé ce truc avec son action et avec des députés. Elles sont arrivées à faire voter une loi dépénalisant complètement. C'est une activité comme une autre là-bas en Nouvelle-Zélande, qui s'exerce avec une certaine discrétion quand même, pour toutes sortes de raisons, mais une activité comme une autre. Et ça marche très très bien. Il n'y a pas eu de flambée, ni de trafic, ni de traite des êtres humains, ni rien du tout. Et il y a 3-4 ans, la reine d'Angleterre, sur la recommandation de la première ministre de Nouvelle-Zélande, la fameuse Jacinda Ardern, la reine d'Angleterre a anobli cette dame, l'ancienne prostituée, qui avait créé le collectif. Elle est Dame Catherine Healy. Et elle exerce toujours? Non, elle n'exerce plus parce qu'elle avait exercé longtemps et maintenant elle est porte-parole des prostituées. Et sitôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les lois, etc., elle est écoutée par le gouvernement, elle est anoblie. C'est mais d'ailleurs, mais là on dérive, mais il y a eu un truc où le gouvernement se contredit complètement, c'est l'assistance sexuelle pour les handicapés. Ah bah oui. Parce que les handicapés, alors, ont droit à une sexualité, on dit, on défend les handicapés, mais en même temps on veut pas de prostitution. Non, mais pour l'instant ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas le droit. Les handicapés n'y ont pas droit non plus, parce qu'il y a des voix qui ont été trompées par des personnes féministes, mais qui ont été trompées par des gens qui se prétendent féministes, mais qui sont en fait des puritains, des gens opposés par principe à la prostitution. Et donc, le problème, c'est sans issue, quoi. C'est sans issue tant que les gens ne vont pas réaliser que c'est le contraire. Alors moi, si j'avais une suggestion à faire pour changer la loi, je dirais, puisque vous voulez rester à punir la loi qui, soi-disant, punit les clients, continuez. De toute façon, personne n'est puni parce que les policiers ne vont pas faire ça, rien du tout. Ils ne vont pas poursuivre les clients, à part un ou deux pauvres couillons dans le bois de Boulogne, etc. Mais par contre, arrêtez d'obliger les femmes à travailler dans les plus mauvaises conditions, dans les conditions les plus dangereuses. Permettez-leur de s'associer à 3 ou 4, comme en Nouvelle-Zélande, d'avoir un appartement où elles peuvent travailler. Permettez-leur de louer un appartement, car pourquoi elles sont dans les camionnettes et dans les bois? Parce que personne n'a le droit de leur louer un appartement. Voilà. C'est sérieux. C'est un peu sérieux, mais c'est une conviction. Non, mais alors mon meilleur ami est tétraplégique et il a plus de succès féminin que moi, donc je vais rien dire sur l'assistance sexuelle pour handicapés. Mais c'est vrai que l'assistance sexuelle, c'est une chose importante. En Australie, dans certains États, ça fait encore un peu débat, mais dans certains États, l'assistance sexuelle est remboursée par la sécurité sociale. Ah oui. Dans certains ébats, là. Certains États. Certains ébats. Alors, il faut raconter, ça c'est très drôle. À Cannes, c'est durant le Midem, je sais pas ce que c'était le Midem. C'était un festival? Marché international de l'édition musicale ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Ça doit exister encore, d'accord. Il y a eu le MIP TV depuis, des choses comme ça. Là, on est toujours dans les années, on n'est même pas arrivé en 74, attention. On va y arriver, rassurez-vous, on arrive bientôt sur votre bateau. Alors là, une célèbre chanteuse, et on voudrait tous savoir qui c'est, vous rejoint dans votre chambre et vous dit, je vais te faire le baiser du papillon. Et elle vous fait l'amour avec ses cils. Faire l'amour avec... Je trouve que vous utilisez bien grandement le mot « à faire l'amour », parce que disons que c'était un petit peu des relations un peu coquines. D'appeler ça « faire l'amour », c'est vrai, c'était le baiser du papillon, c'était une caresse qui se faisait avec les cils. Et vous ne pouvez pas nous donner un indice sur la chanteuse? Ah non, petit indice? Non, je ne vous le dirai pas, voilà. C'était Dave. Elle se reconnaîtra, surtout qu'après, je me suis endormi. Ça n'a fait que m'endormir. Ça n'a fait que m'endormir et des années après, elle racontait que je n'étais pas une bonne affaire. Non. Elle est survivante? Oui, bien sûr. Ah, quand vous dites oui, bien sûr, on dirait qu'elle est vraiment en état de marche, quoi. Ouais, ah oui, elle est vivante. Je veux que vous en gardez un bon souvenir. J'ai un bon souvenir de toutes ces choses-là. J'espère aussi que les personnes avec qui j'ai eu des relations, pour la plupart des femmes d'ailleurs, on n'en gardait que des bons souvenirs. Ah bah surtout. C'est la dernière anecdote, après je vous promets, il n'y en a plus. Parce que après on va parler de la mer. C'est un jour, vous aviez décidé de faire un plan à 3 et la concierge d'hôtel a dû arrêter le plan à 3 parce que la femme hurlait trop.
Oui, non, mais les termes, quand on utilise des termes comme ça, c'est bizarre, parce qu'après c'est repris par les médias. Rassurez-vous, aucun. Les médias à la con vont prendre une phrase et vont prendre une phrase et ce qu'on essaie de dire de façon jolie et parfois un peu poétique et un peu tendre devient une phrase de merde, quoi. Alors c'est pas un plan à trois, effectivement. Ma compagne et moi, on avait envie de partager un instant avec une jeune femme, une amie commune, et ça s'était très très bien passé, sauf qu'effectivement on est allé dans un hôtel pas loin d'ici d'ailleurs, rue de l'Université, un grand hôtel, et qu'il s'est révélé que la copine avait, dans ses ébats, été extrêmement bruyante. Ce qui peut Souvent, les femmes peut sont comme ça. qui peut être très bien, mais qui peut être un peu gênant, quoi. Et là, les voisins tapaient au mur, le concierge est venu taper à la porte, ça a un peu ruiné l'affaire, quoi. Alors, maintenant, 1974, tome 2. Tome 2, oui. On a passé 700 pages, là. Rassurez-vous, il n'y a pas que ça dans les 700 pages, mais on a pris les pires. Alors, vous partez en bateau de Saint-Tropez, et... Je suis passé par Saint-Tropez. Ouais, et alors là, c'est génial, parce qu'il y a le mari de Brigitte Bardot, qui était qui à l'époque, d'ailleurs? C'était le compagnon de Brigitte Bardot, qui s'appelait Gilles Verlaise, ou un truc comme ça. Gilles Verdez. Verdez, c'est ça, non? Ouais, Non, c'est pas ça, un nom comme ça, quoi. Ah, et il était... ça a été l'amant de Brigitte à un moment, quelque temps. J'étais allé... Elle m'avait invité dans sa maison à Méribel. Elle avait invité à Méribel, c'était très, très sympathique et tout. Et là, quand j'ai mis mon premier bateau à l'eau, c'était une goélette de 14 mètres, superbe et tout. Et puis, on a fait une croisière d'essai avec l'architecte, avec un champion olympique de bateau, etc. Quelques personnes à bord. Et je reçois un coup de téléphone de Brigitte Bardot, donc qui m'avait invité quelques mois plus tôt chez elle, et qui me dit, voilà, mon ami voudrait partir naviguer. Peut-être qu'elle en avait marre, parce que du coup, elle voulait l'encourager. Et elle me dit, viens me voir, venez me voir à la Madrague. Et on est allé, donc on a fait notre croisière en Corse avec nos amis et tout, puis on s'est pointé à Saint-Tropez. On s'est pointé à Saint-Tropez et là-dessus, Brigitte est venue nous accueillir devant la Madrague, sur son riva, sur son superbe Christophe, son bateau à moteur. Et elle était, ce qui était tout à fait logique et normal à l'époque, elle était les seins nus à l'étrave de son bateau à moteur. Et nous, mes copains surtout, étaient émerveillés. Voilà. C'est beau. Vous avez vu. Et alors, qu'est-ce que ça fait de voir Brigitte Bardot nue en vrai? D'abord, elle n'était pas nue, elle était les seins nus, ce qui était tout à fait une chose quotidienne à l'époque. Ça ne nous a pas surpris, mais c'était merveilleux. C'était une femme merveilleuse qui, malheureusement, avait souffert d'une gloire immense, d'une gloire surhumaine et inhumaine. Elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas vivre, quoi. Elle vivait dans une station de ski, mais elle ne pouvait pas faire de ski. Elle ne pouvait pas faire de ski parce que si elle mettait un pied sur une piste, elle était entourée aussitôt de foule, quoi. Et n'importe où dans le monde, quoi. C'était... Et vous la voyez toujours? Elle était aussi... Non, je ne l'ai pas revue depuis des années. Non. Alors, il y a un truc très drôle, c'est Gaston Defferre, qui était maire de Marseille, c'est génial. Maire de Marseille, qui était un ministre, mais un mec important quand même, qui dit « Il paraît que vous allez faire le tour du monde en solitaire. Moi, je ne pourrais pas, parce que moi, il faut que je bosse tous les jours. Hein. » Oui, voilà, vous avez grillé l'histoire, mais effectivement, je ne le connaissais pas du tout. J'étais en train de préparer mon bateau pour partir. J'étais nature, comme ça, en pull bleu marine avec de la peinture partout, en train de préparer mon bateau et de la graisse sur les mains et tout, pour partir faire mon tour du monde. Et il vient me voir, il était maire de Marseille, il aurait été élu Premier ministre, il aurait été nommé Premier ministre qui est-ce qui se présentait après Mitterrand, qui s'était présenté, voilà, et qui n'a pas été élu. Et il vient me voir, il me dit effectivement, vous comprenez, vous allez partir faire le tour du monde. Moi, je ne pourrais pas, en solitaire, moi, je ne pourrais pas, il faut que je baisse tous les jours, moi. Ça me paraissait bizarre. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est quand vous faites votre tour du monde, vous passez par tous les clubs med pour vous ravitailler. Les premières années, je dois dire une chose, c'est que quand j'ai vendu ma maison pour pouvoir payer mes dettes, parce que quand on est chanteur, on a des dettes. On a des dettes aux impôts, on a des dettes avec un producteur, etc. Et tout.
j'ai vendu ma maison, il me restait de quoi acheter la coque et les mâts d'un bateau. Et puis je suis parti et j'avais pas beaucoup de revenus. Alors ça a été la même aventure pour un gars, je prétends pas arriver à sa cheville, mais Alain Gerbaud, qui avait un des premiers Français qui avait traversé l'Atlantique en solitaire, et il était parti, il n'avait plus un sou. Il n'avait plus un sou, il avait pu s'acheter un jambon et il a traversé l'Atlantique en mangeant son jambon acheté en Espagne, quoi. Et moi, j'avais plus beaucoup de moyens. Et il se trouve que j'avais sympathisé avec M. Trigano, le frère du patron du Club Med, et que du coup, j'étais invité dans tous les Clubs Med. Alors, c'était une belle époque aussi. C'était beaucoup de fêtes, beaucoup de jolies rencontres. Il y en a un qui vous détestait, ça c'est très drôle, qui vous haïssait, c'était Kersozon. Bon, il me haïssait pas, mais il m'avait pris en grippe, il faisait son numéro, quoi. Olivier, il a toujours aimé faire son numéro, il était... tout d'un coup, il y a eu un malentendu, et tout d'un coup, pendant quelques années, il m'agressait quand il me rencontrait, quoi. Ouais, vous avez dit, vous autres les vagabonds, vous n'avez rien compris, vous êtes tous des campeurs, casse-toi, tu me fais chier. Et des années plus tard, il vous a dit, monsieur, je vous ai retiré mon bonjour il y a 10 ans, c'est pas pour vous le rendre aujourd'hui. Voilà. Et puis quelques années après, je l'ai croisé sur un ponton. Pardon. Quelques années après, j'ai croisé sur un ponton de la route du Rhum, à l'arrivée de la route du Rhum. Et il m'a vu, j'ai vu dans son regard qu'il hésitait, est-ce qu'il allait continuer à faire son numéro, quoi. Son numéro, et puis en plus, ma compagne de l'époque, qui est devenue la mère de mes enfants, l'avait reçu chez elle à Tahiti. Il dit, tu te rends compte, j'ai failli, il avait eu la grippe, la dingue là-bas, et j'ai failli mourir sur ton canapé. Donc c'est des retrouvailles. Et ça a été fini après. Je suis très bien entendu avec lui par la suite. Non, on vous a posé un jour une question, un mec vous a demandé est-ce que vous avez croisé un jour Kersozon sur la mer, et vous avez dit ah bah non, Kersozon c'est comme les vieilles putes de la rue Saint-Denis, elles y vont plus. Ah, c'est pas moi qui l'avais dit ça. Ah, c'était pas vous? Ah non, c'est des proches qui a dit ça. Ah, c'était des proches. C'est des proches qui l'a raconté ça. Ça aurait été drôle. Vous avez jamais... Non, en fait, c'est pas des proches. Je rectifie. C'est une histoire que j'ai racontée un jour à une table avec des proches, à une ministre. Et j'avais cité une phrase que m'avait dite Jean Castel, créateur de la boîte de nuit Jean Castel. Ah, Castel, formidable. Qui est un garçon formidable et tout. Et qui m'avait dit, mais Kersozon, c'est lui qui m'avait dit cette phrase hallucinante. Kersozon, il va plus au salon nautique, c'est comme les vieilles putes qui retournent plus loin sur rue Saint-Denis. Bon. et j'avais raconté ça à une dame qui était ministre, et j'avais dit, comme me l'a dit Jean Castel, c'est comme, excusez-moi madame, je m'excuse auprès de la dame, excusez-moi madame, comme les vieilles putes qui... Et des proches me disent, mais dis donc c'est à la vieille dame que t'as dit, à la ministre que tu as dit vieille pute. Il était sûr que j'avais dit. Alors maintenant, j'ai des questions plus simplettes. Non, enfin, j'ai d'autres anecdotes encore, mais pour faire une petite pause, j'ai des questions plus simplettes. Est-ce que vous avez déjà failli mourir en mer? Mourir en mer, ça peut arriver. Il est arrivé plus d'une fois que la baume, qu'un agrès me passe au-dessus de la tête, et qu'à quelques centimètres près, j'aurais pu me trouver très mal. Et la seule fois la plus proche, c'est une fois je suis tombé à l'eau, une fausse manœuvre, une voile qui est tombée là où il fallait pas. J'ai descendu une voile et qui m'a poussé dans l'eau. Et le bateau avançait déjà assez vite, relativement, enfin lentement quand même. Et je suis tombé à l'eau et je me suis accroché à la voile qui était tombée en même temps que moi, heureusement. Et je me suis retrouvé accroché comme ça. Et je dis bon, maintenant il faut que je remonte. Et le bateau, c'était en plein milieu du Pacifique Sud. Hein. Loin à des milliers de kilomètres de toute personne. Et hop, et je suis remonté, je me suis accroché et je me suis assis sur le pont et j'ai dit ouf. Et là, on va poser les vieilles questions de marin. Quelle est la pire mer au monde, la mer la plus... je ne connais pas parce que... salope. Je ne les connais pas parce que je ne les fréquente pas. Je fréquente que les mers agréables et tout. Ah oui. Disons que dans les latitudes tropicales que je fréquente, la plus inconfortable, c'est l'océan Indien. L'océan Indien qui, pour une raison pas très facile à expliquer, a des vagues croisées où on est ballotté dans tous les sens. Mais ce que je fais n'a aucun rapport avec les courses
dans les 40e rugissants. Moi, je ne vais pas du tout dans les latitudes dangereuses. Hein. Oui, vous avez fait le Cap... Vous n'êtes pas allé au Cap Horn? Non. Mais vous êtes allé, par contre, ça c'est incroyable, jusqu'au Gambier quand même. Alors les Gambiers, c'est au-delà de la Polynésie, c'est là où il y a les baleines. Les Gambiers, c'est tout au bout de la Polynésie. Tout au bout de la Polynésie. C'est à 1000 milles, à presque 2000 km de Tahiti, loin en allant vers l'île de Pâques et en allant encore plus loin vers l'Amérique du Sud. Et effectivement, j'y suis allé plusieurs fois. C'est des traversées de 20 à 30 jours depuis les Galapagos. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Mais il n'y avait pas de vrai danger, quoi. Et alors un ami m'a raconté, parce qu'il y a un endroit qui fait un peu rêver, qui est Tuamotu. Tuamotu. Et Antoine de Maximi, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui était là, m'avait raconté que c'était le pire endroit du monde. Oui, bon, personnellement, Antoine de Maximi peut dire ce qu'il veut, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et j'ai jamais aimé son principe d'aller s'insérer, s'incruster chez les gens et tout ça. Des clashs entre les invités. Ah non, j'ai jamais aimé ça. Ah oui? Non, j'ai jamais aimé ça. Non. Moi, je suis un baba, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'aime pas du tout l'idée d'aller m'imposer chez les gens avec. Non, ça jamais. Insupportable. Ça m'a jamais plu. Alors, qui ça les Tuamotu, moi je dis au contraire que les Tuamotu, c'est un des endroits de loin les plus paradisiaques que j'ai rencontrés. Il est peut-être pas allé dans les mêmes îles que moi, parce qu'il y a beaucoup d'îles. Et qu'est-ce qu'il y cherchait, je ne sais pas. Je pense en plus que sa manière assez effrontée qui fait partie de son jeu, quoi, de se faire inviter, ça ne devait pas marcher beaucoup en Polynésie, quoi. Ouais, parce que ça marche pas du tout. en Polynésie, les gens généralement sont plutôt gentils et ils aiment bien qu'on soit gentil avec eux. Alors vous aviez mis Brel dans la mer parce que vous aviez passé Noël 74 sur votre bateau avec Brel et sa maîtresse. Et sauf que il y avait eu des photos qui étaient parues. Non, c'est un peu une histoire un peu dure. Ça a été un petit peu dur. Ah oui? Parce que Brel est parti à peu près en même temps que moi. Pardon, excusez-moi une seconde. J'ai un tigre dans la gorge, là. Excusez-moi. Oui, alors l'histoire avec Brel, pourquoi c'était terrible, ça? C'est à la fois un merveilleux souvenir et un très vilain souvenir, parce que lorsque Jacques Brel est parti faire un tour du monde en même temps que moi, il avait le même projet que moi, et on s'est trouvé, c'était un hasard, on s'est retrouvé dans un petit port du bout du monde dans les Canaries, et moi j'arrive, j'étais en solitaire, c'était à Grande Canaria, c'était un petit port qui s'appelait Puerto Rico, au sud-ouest de la Grande Canarie, et je suis arrivé et il m'a pris mes amarres quand je me suis amarré. Je ne le connaissais pas, j'avais été photographié avec lui à une première d'un film qui s'appelait Les risques du métier, et à Paris il y a des années avant, et là, il m'invite, aussitôt il vient me voir, il me raconte aussitôt des tas de choses sur lui, des tas de choses sur la vie, qu'il était parti, etc., pourquoi il était parti, pourquoi il avait arrêté de chanter, etc. Et puis, on passe 24 heures ensemble, merveilleuses. Je sais pas si c'était le soir de Noël, il m'invite à le Noël avec, sur son bateau, ensuite c'était la fête vraiment très bien. Il y avait sa compagne, donc sa maîtresse, il avait laissé sa femme qui devait le rejoindre normalement aux Canaries, mais une jeune femme que lui avait rencontrée dans un tournage s'était incrustée, disant qu'elle ne partait plus. Donc ça posait un gros problème à sa fille qui était à bord aussi, France Brel. Donc c'était un peu bizarre comme situation. Et eux sont partis traverser l'Atlantique. Moi, je continuais à longer les côtes africaines, je partais vers le Sénégal. Ils ont traversé l'Atlantique, ça s'est très mal passé. Sa fille, France, a dû quitter le bateau dès l'arrivée à Fort-de-France ou Guadeloupe ou en Martinique, je ne me rappelle plus. Et entre-temps, moi j'avais voyagé et j'envoyais mes souvenirs, mon carnet de route, à un journal Bon Enfant qui s'appelait Le Hérisson. Un journal illustré Bon Enfant. Et j'envoyais toute une série de photos que j'avais faites et puis de rencontres, de récits de rencontres. Et le journal publie ça, mais très gentiment. Il n'était pas du tout question, certainement pas question de la maladie de Jacques Brel. Il n'y avait rien du tout comme ça. J'avais rencontré Michel Fugain, j'avais rencontré Dali chez lui, j'avais été invité chez Dali. Et puis donc, il n'y avait pas de raison que je ne parle pas de Brel. Et voilà que des années plus tard, la compagne donc de Brel, Madely,
a raconté partout que j'avais vendu les photos en disant que Brel était malade, ce qui était absolument faux et tout. Quand on découvre ça dans un livre écrit par un biographe éminent, ça fait pas plaisir, quoi. Jamais de ma vie j'ai été vendre les photos de Brel en disant qu'il était malade. C'était un non. Alors là, ça a été un moment désagréable. Il y a des gens qui me reprochaient Dieu sait quoi et tout. Et puis, j'ai reçu récemment d'ailleurs un message de France Brel qui était à bord, qui m'a dit que la vérité a été clairement réexprimée et qu'elle publiait d'ailleurs, elle va publier dans quelques semaines un documentaire sur cette période-là, avec entre autres des images vidéo qui étaient du film, c'était pas du film, c'est du 8 mm que j'avais filmé tout à fait avec l'accord de Brel et de France et que j'ai donné à la Fondation Brel et qui sont inclus là-dedans. Elle m'a envoyé un message récemment me disant que j'étais invité à venir voir le film où les images que j'avais fournies étaient importantes. Voilà. Alors parfois vous revenez en France, il y a notamment le château de Martine à Montcontour. Montcontour, Alors oui. Montcontour, c'était formidable parce qu'il y avait Caroline de Monaco et vous serviez de... Comment on peut expliquer ça? Vous serviez un peu de... Ben moi, je me suis marié avec Caroline de Monaco. Vous êtes marié? Je n'étais marié qu'une seule fois, c'est avec Caroline de Monaco. Eh ben oui, à l'époque, elle avait un... C'était pas dans le lit, ça. Elle avait un ami, elle avait un petit ami de cœur qui s'appelait Philippe Laville. Mais je le connais, il vient. Voilà, Philippe Laville. Et donc, on a eu des repas sympathiques avec Caroline, Philippe. Je me rappelle une fois, on fêtait l'anniversaire de notre amie Martine Foll, c'était Châtelaine de Montcontour, du côté de Tours, là-bas, et qui produisait du vin très très bon. Et on avait fait un dîner chez Castel, où ça avait été un gros problème à la fin, parce que tous les journalistes et paparazzi étaient là pour Caroline de Monaco et Philippe Laville, et ils ne voulaient pas qu'on les photographie, et du coup, moi j'étais sorti, pour donner le change, quoi. C'était comme ça, c'était des aventures comme ça. Et un an ou deux plus tard, je me retrouve à un autre dîner, il n'y avait plus Philippe Laville dans le chemin, à mon souvenir, mais avec les mêmes amis, on se retrouve dans un restaurant de la banlieue parisienne, on s'aperçoit que c'était un restaurant spécialisé dans les mariages. Ça s'appelait Cabas Sud, c'était à Ville d'Avray. C'était des mariages chics et tout. Et moi, j'étais en battle dress, pieds nus. Je venais de Guyane, j'avais un chapeau de paille, un battle dress, puis pantalon et veste en battle dress. Et elle avait une de ses robes, Caroline avait une de ses robes en dentelle blanche qu'on portait beaucoup à l'époque hippie, quoi, qui était assez courante. Voilà. Et tout d'un coup, il nous a pris l'idée de dire au personnel du restaurant qu'on venait de se marier, que personne n'était au courant, qu'il l'apprendrait demain par la presse, mais que pour ce soir, il fallait le dire à personne. Voilà. On leur a raconté ça. On a signé le livre d'or comme quand on était mariés, on venait de se marier et tout. Et ils ont dû apprendre le lendemain que c'était une blague, on leur avait monté un bateau. Donc, j'ai été marié à Caroline de Monaco. Vous avez été marié, mais c'est sublime, ça sera le titre de l'émission. J'ai été marié à Caroline de Monaco. Pendant quelques heures. Mais Nicoletta a été mariée à Maurice René pendant 3 heures. Ah ben moi, c'était comparable. Ah ben oui, mais j'ai été marié à Caroline de Monaco, ça c'est formidable. D'ailleurs, vous l'avez protégée un jour où on voulait faire des photos d'elle en vous en passant pour un garçon bouché. Oui, non, c'est-à-dire que, non, c'était un peu bizarre parce qu'il y avait comme on avait fait, je sais pas, une voiture était partie, on n'avait plus de véhicule pour aller, on allait vers une autre boîte, vers l'Aventure de Dany, qui était une boîte à la mode à l'époque. Ça existe toujours. Ça existe toujours, oui. Et on n'avait plus de véhicule parce qu'on avait traîné devant chez Maxime pour pas que les journalistes, pour que Caroline puisse s'enfuir par la porte de secours, par derrière, quoi. Et du coup, j'ai vu un camion qui était là, un camion de boucher, qui livrait. J'ai dit, vous ne pouvez pas nous déposer au Club L'Aventure? Avec ma cavalière à l'époque, qui était une jeune femme blonde un peu guindée. On s'est retrouvés dans le camion boucher. Bon, c'était une fameuse. Et alors, en 74-77, c'est une époque où vous voyez pas mal Mick Jagger. Oui, Mick Jagger, je l'ai croisé plusieurs fois. Il faut dire que mon premier gala à Marseille, premier énorme succès à Marseille, il y avait en première partie les Stones, en deuxième partie les Stones, et moi en première partie. Ah oui. Et ça avait énormément surpris Mick, parce que j'avais eu un succès pratiquement aussi
énorme qu'eux, parce que les élucubrations, à l'époque, les Stones n'étaient pas aussi énormes qu'ils ont pu être par la suite mondialement. Mais quand ils passaient en tournée, n'importe quel artiste qui passait en première partie se faisait jeter, quoi, se faisait insulter, se faisait huer, jeter et tout. Et moi, le succès des élucubrations était tellement énorme que ils ont été surpris de voir que j'avais autant de hurlements qu'eux, autant d'exubérance qu'eux. Et ça, il s'est toujours rappelé ça. Et on s'est croisés plusieurs fois. Et des années plus tard, en bateau, j'arrive en Martinique. Et un copain navigateur qui avait un beau catamaran, un bateau assez rare à l'époque, me dit dis donc, viens dîner chez moi, à bord, chez moi demain soir. Il y a Mick Jagger qui vient, il vient de Moustique, l'île Moustique, où il avait une maison, et il m'a dit qu'il voulait te voir. J'ai dit oh là là, bon, Mick, il a sans doute oublié. Il va sans doute y avoir un cocktail, où il fera peut-être une apparition, ou il la fera peut-être pas d'ailleurs. Et j'ai dit bon, j'y suis allé. Ben en fait, non, on était sur ce beau catamaran, on était 4. Il y avait ce garçon, le capitaine, et son compagnon, il était gay, il était homo, et Mick et moi, on était 4 garçons. Et la soirée a été adorable, c'est super sympa et tout. Et à la fin, j'avais un petit canot à moteur, une annexe pour aller à terre. Et j'ai embarqué Mick dans mon annexe et je suis parti en ramant. Et on est allé finir la soirée dans un petit bistrot qui s'appelait l'Abricotier. Voilà. C'est merveilleux. C'était sous la lune avec les cocotiers. Un ami commun m'a raconté qu'il vivait en France et que c'est l'homme le plus sain au monde. Il mange que des graines. Il fait je pense que oui. Vous l'avez revu ou pas? Non, je ne l'ai pas revu Jamais, depuis. non. Je l'ai pas revu depuis. Il y a quelques années, un journaliste lui a apporté un de mes livres. Dans son château en Touraine, car il vit dans un château en Touraine, et puis j'ai pas eu de nouvelles. Donc, mais vous savez, la vie est comme ça. Hein. Vous savez ce que Sarkozy a dit à Carla quand il l'a vu? Il lui a dit mais comment as-tu pu sortir avec un homme qui a des mollets aussi petits? Alors, il a peut-être des mollets petits, mais il s'en sert bien. Hein, quand il est dans... ah ben justement, on va parler parce que la mer c'est aussi chaud. Et vous avez déclaré dans une interview récente, la partie homosexuelle de ma personnalité n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, a eu peu l'occasion de s'exprimer. Et vous racontez une histoire avec Bernard, un certain Bernard. Bernard. Ah non, c'est pas. Si c'est de ce dont vous parlez, c'était très très loin de l'homosexualité. J'ai eu très peu d'expérience homosexuelle. Je regrette un peu d'ailleurs. Parce que je pense pas. Je pense que l'exclusivité qu'on prétend fidélité, mais l'exclusivité, la monogamie, disons, et le fait d'être uniquement hétéro ou homo, etc. Je trouve ça uniquement un produit de la religion, quoi. Les gens peuvent être aussi bien aimer un homme, aimer une femme, du moment que tout le monde est d'accord, du moment qu'il n'y a aucune contrainte et tout. Non, mais là l'histoire de Bernard, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport du tout. C'est que j'ai eu 2 pères dans ma vie. J'ai eu mon père, que j'adorais, et puis j'ai eu un navigateur qui s'appelait Bernard Moitessier, qui était un très grand navigateur, mais pas... Il a fait une course, mais... la première course autour du monde, mais en route, il a arrêté, il dit je ne veux pas rentrer dans ce système, et il est reparti vivre à Tahiti. Et il a toujours été comme ça. Et Bernard, c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré, qui est un genre de mentor pour moi, quoi. Et c'est vrai qu'un jour, si c'est peut-être à ça que vous faites allusion, nous étions dans un endroit au bout du monde, un atoll désert, mythique, légendaire, qui s'appelait Souvarov. Et le mauvais temps est arrivé au moment où je partais. Il est venu m'aider lui qui connaissait bien l'endroit, qui connaissait beaucoup mieux la navigation et toute la vie dans les îles, il est venu m'aider à décoincer mon ancre qui était prise dans les coraux. Et puis le vent se levait, il fallait que je parte et tout. Il y a eu un grand moment d'émotion. Et c'est vrai qu'à un moment... quand on fait de la navigation, c'est beau d'être à un moment, j'ai pris, ça c'est un peu facile, c'est pas du tout le cas. Bernard, lui n'a jamais eu la moindre touche d'homosexualité. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand je l'ai pris dans les bras, j'étais tellement ému que quelque part ma bouche a cherché la sienne, c'est tout.
C'est tout, il y avait Oui, voilà, rien de la plus. scène, tout à fait. Ouais, quelques rares moments, j'ai eu des relations homosexuelles dont j'ai eu aucune honte, mais j'ai toujours quand même préféré les, les dames. Mais alors la question c'est pourquoi vous faites tellement insulter par les chanteurs? Parce qu'il y a une chanson très connue de Renaud. Oh, c'est pas une insulte. Ah bah comment? Ah ben Renaud, il pensait quelque part qu'il a été révolutionné. Il a révolutionné, mais il a fait effectivement lorsqu'il a chanté, Hexagone, non, c'est pas ça, non. Alors c'était Société, tu m'auras pas. Voilà, c'est ça. Avant moi, il y a eu Dylan. Non, avant moi, il y a eu Antoine. Il y a eu Antoine, avant lui, il y a eu Dylan. Il y a eu Dylan après lui. On les a récupérés, mais Société, tu m'auras pas, voilà. Mais moi, on m'aura pas. Mais lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il était un peu gêné. Il me demandait comment j'avais pris le fait qu'ils disent la société m'a récupéré, et je lui ai dit écoute, regarde-moi, je devais être en tongs, au Palais des Congrès et avec un boubou, Dieu sait quoi et tout. J'ai dit est-ce que tu crois que la société m'a récupéré? Mais d'ailleurs, la société vous a pas récupéré du tout. Puisque même à cette époque-là, vous avez failli provoquer un attentat chez Drucker. Parce que vous deviez chanter Vivario pour apaiser les tensions corses. Oui, et puis ça avait été mal pris. C'est une chanson. J'étais triste. J'étais triste que la Corse, qui est des régions, des coins de Corse, qui souffrent d'attentats, de menaces, de choses comme ça. Et j'avais fait une chanson que j'avais voulu poétique, montrer. Et puis, bon, il y a toujours des gens qui prennent mal les choses. Et effectivement, j'ai dû arrêter de la chanter. Voilà. Mais c'est pas qu'il a pris mal, c'est des terroristes corses qui voulaient faire sauter le studio si vous continuez. Pas chez Drucker. Chez Drucker, j'avais chanté, mais je devais la chanter quelques jours plus tard à RTL. Ils ont voulu faire sauter le studio. Et ils avaient menacé, mais c'était sans doute un crétin qui disait une phrase comme ça en l'air. Mais la direction de RTL est venue me voir, m'a dit c'est peut-être quand même mieux de ne pas la chanter parce que même si c'est qu'une blague, il suffirait qu'il y ait un blessé ou autre. Et du coup, moi, je n'étais pas investi d'une mission. Hein. J'avais essayé de faire une jolie chanson et ce jour-là, je ne l'ai pas chantée. Voilà. Pour finir, vous avez programmé un documentaire que vous aviez fait sur les beautés de la Terre en face de Miss France. France 2, vous avez programmé sur... et en face, vous avez mis Miss France et vous écrivez. Et la compétition entre la beauté de la Terre et celle de la femme me semble quand même tout à fait sympathique. Oui, c'est vrai. C'était France 2 m'avait proposé d'animer une émission entière, quoi. C'était Nagui qui réalisait. Nagui qui réalisait une émission où il y avait des tas de chanteurs invités. C'était super et c'était entrecoupé d'images de nos voyages, quoi. Et ça devait passer en prime time. C'était une grande affaire. Il y avait le budget et tout ça, etc. Et tout. Et puis ils se sont aperçus qu'il y avait quelqu'un à France 2 s'est aperçu que le même jour où ça devait être diffusé, il y avait les Miss France avec Jean-Pierre Foucault sur TF1 qui faisait toujours un carton et que ça allait pas marcher. Pour eux, ça allait pas marcher. Donc ils ont saboté l'émission. Voilà. L'émission, elle était Nagui l'a programmée en deuxième partie de soirée. On a fait 2 émissions de deuxième partie de soirée, c'était très agréable. Il y avait Angoun, il y avait Hugo Frey, il y avait, comment il s'appelle, le Sud-Africain. Yannick Noah Non, le chanteur sud-africain le plus célèbre. Bon. Les noms repartent. Voilà. Enfin, donc il y avait des tas de gens forts. Il y avait Angoun, il y avait des tas de gens formidables comme ça qui étaient là. Et puis là, comme l'émission est passée en deuxième partie de soirée, ben ça a pas marché, quoi. Ça a pas fait peu de gens l'ont regardé. Et alors dans le monde entier, est-ce que vous parlez des prostituées de Rio qui vous ont laissé des souvenirs absolument merveilleux? Oui, c'était extrêmement sympathique. On arrivait dans les bars à marins en quelque sorte. Ouais. C'était des gens très joyeux, des jeunes filles très joyeuses. Et c'était même pas une question d'argent d'ailleurs. Des fois, c'était juste pour le plaisir. C'était parce que ça leur faisait plaisir d'aller passer un moment avec
avec des marins français. Et vous avez connu les travelots de Valparaiso? Non, j'ai pas connu les travelots. J'ai rien contre les travelots non plus. Moi, respect totalement. J'aime pas le mot travelot d'ailleurs, les trans. Ah non, mais Hervé Williams et les travelots de Valparaiso, c'est la plus belle chose que j'ai connue au monde. Oui, ben, je crois que les trans, je connais des personnes qui ont choisi d'être trans ou qui sont nées pour être trans quelque part, et j'ai eu beaucoup d'amitié pour elles ou eux. Voilà. Mais écoutez, Antoine, on a fait un peu le tour du monde, là. Voilà, ben oui, voilà. On a fait de la guerre à Johnny, au Tuamotu. On est passé... Mille merci, Antoine, d'être venu. Eh ben, merci de pour m'avoir cette accueilli. émission. Et alors, Lisez les 2 tomes. Les 2 tomes, oui. 1200 pages, en petits caractères. Il y en Ah, a- c'est pas des livres en gros caractères. Il faut dire qu'il y a des anecdotes. On n'a pas beaucoup parlé de la navigation en soi-même, du bateau, des rencontres au bout du monde et tout, mais il y a tout ça dans le livre. Oui, oui, il faut en garder pour le livre. On n'a pas Ouais. que des conneries. Mais non, mais il faut lire les 2 tomes du livre. Le premier qui s'appelle Oye et le deuxième qui, à partir de 74, où vous prenez la mer. Voilà, c'est ça, qui s'appelle... Et vous les avez écrits sur l'eau ou pas? Je les ai, oui, Ouais. oui, en grande partie sur l'eau, et j'ai eu le plaisir, en fait, je les ai pas écrits pour faire un succès, je les ai écrits pour me rappeler des tas de choses avant de les oublier. Et je me rappelle que ma compagne de 40 ans maintenant, Francette, je racontais, je plongeais à la recherche de mes souvenirs comme un pêcheur avec une canne à pêche, comme ça, et je retrouvais année après année, je voulais être vraiment... C'est une précision chronologique, extrême. vraiment chronologique. C'était pas à l'ordre. Je voulais et j'arrivais à telle année j'ai telle chose et tout, telle rencontre, telle crainte, tel plaisir, telle satisfaction et tout, tel succès, quel bide, voilà. Comme me disait un ami, Jean-Louis Etienne, quand on voit le parcours d'une personne, d'un homme ou d'une femme, le parcours, on voit essentiellement les moments de gloire, les succès. C'est comme un paysage. On voit les montagnes, on ne voit pas les vallées entre les choses où le succès n'est pas là et moins là et tout. Mais ce qui fait le destin, la vie d'un homme ou d'une femme, ben, c'est le paysage tout entier avec ses montagnes et ses vallées. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon paquet de montagnes. Écoutez, Antoine, mille merci à tous. Salut et fraternité. Ah ben c'est très bien. À la Formidable. vôtre, avec modération. Très